table ronde, il est plus manqué que ça s'appelle colloque, alors que c'est juste une conversation un petit peu qu'on avait envie d'avoir, puisque ce week-end marque un peu, et ça ne fait que commencer, parce qu'on recommencera encore à l'automne, marque un peu l'une des célébrations des 50 ans de la revue Positif. Évidemment, ça a commencé à Cannes il y a 3 semaines, ça continuera à La Rochelle. Michel Simon nous décrira un peu par le menu l'ensemble des festivités prévues cette année en France et à l'étranger, c'est-à-dire à Lyon, en France et à l'étranger, qui dit bien que cette petite revue naît dans des conditions qu'on va rappeler. Et nous avons également parmi nous, outre le plaisir de saluer la présence de Jean-Jacques Bernard, dont la présence n'est absolument pas justifiée, si j'ose dire, car il n'écrivait pas dans le Positif, mais vous le voyez beaucoup sur Ciné Classique, vous le lisez, vous l'entendez à la radio, et il nous a fait la télévision. Il nous a fait d'être là sur Ciné Classique, il nous a fait l'amitié d'être là. On a parmi nous, j'allais dire une historienne, non, une sociologue, qui a consacré ses travaux à la revue Positive, qu'on nous dira aussi pourquoi. Moi, je vous dirai d'ailleurs aussi pourquoi j'ai commencé ma carrière, guillemets, par étudier l'histoire de cette revue. Et cette discussion qu'on a envie d'avoir, c'était pour ça. C'était parce qu'il y a 50 ans et 2 mois, non, il y a 1 mois, on est en juin, un mois et demi, en mai 52, c'est ici que la revue Positive est née. Alors la revue Positive... Il y a un hangar et un berceau. La revue Positive, c'est donc celle-ci. Vous la connaissez? Est-ce que vous êtes tous lecteurs positifs? Bonne question. Qui n'est pas lecteur positif? Qui vient ici et alors cette revue, très luxueuse, papier couleur, glacé, photo floue, comme disait Michel à l'instant, numéro 496, avant de commencer avec ce que j'ai dans les mains, qui se vend très très cher. Qui est net. Qui se vend très très cher chez les bouquinistes, qui était en 8 000 francs, m'a-t-on dit, les 6 premiers numéros, les 7 premiers numéros. Ouais, 8 000 francs et 7 premiers numéros. Plus de 1 000 euros. Donc quand on est une jeune revue et qu'on en publie, qu'on en tire 1500 et qu'on en vend 200, on jette les autres et on le regrette quelques décennies plus tard. Et la curiosité de cette revue, c'est qu'au dos, elle fait la publicité pour une autre revue, que ce sont les Cahiers du cinéma. On avait déjà besoin. Ce sera presque la seule fois où ça va se reproduire. Après, les 2 revues se feront mutuellement un autre genre de publicité. Alors autour de cette table, on a presque 3 générations de rédacteurs de la revue. La génération des fondateurs, Bernard Charbert. Malheureusement d'ailleurs, une partie des 4 ou 5 vrais piliers de la revue des années 50, Louis Piolet, André Otavi, Guy Jacob. Guy Jacob malheureusement est mort, a disparu il y a peu de temps, il y a quelques années. Alors que Louis Piolet était premier de cordée. Alors que Louis Piolet était premier de cordée, qui n'est pas non plus très en bonne santé, et André Otavi est en bonne santé, mais il est en Afghanistan. Voilà. Je crois que c'est la Corse, on n'y a pas en train de faire, mais c'est tout à fait lié, puisque au fond, il continue un travail militant. Il a toujours eu le sentiment de faire un travail militant en faisant la publicité pour Buñuel et Stroheim dans les années 50 et de continuer à essayer de reconstruire l'Afghanistan aujourd'hui. Michel Simon, qui est l'un des grands relais de la première grande génération. Après la génération des fondateurs, il y a eu la génération un petit peu des surréalistes, et Michel, un petit peu plus jeune que Benayoun et Adokiro, est arrivé au début des années 60 et viendra également témoigner ça. Par ailleurs, Michel Simon, vous le connaissez bien, il vient très souvent ici, et au-delà de la revue Positive, c'est également un écrivain de cinéma, un historien, et également un commentateur audiovisuel, plus radio que télé, puisqu'il participe à ce qu'il a vu, mais il a sa propre émission sur France Culture. Et puis Philippe Rouillet, qui lui est carrément, non pas de la toute jeune génération, parce qu'il est déjà années 80. Depuis longtemps, années 80, et il vient instiller dans cette revue un ton très particulier sur une préférence pas exclusive, mais très marquée pour le cinéma de genre et pour des cinémas différents, chose que la revue de tout temps a fait valoir dans les différents cinémas qui étaient proposés sur les écrans. Alors voilà, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va un petit peu évoquer, parler de ça à voix haute. Tout ce que vous dites est retenu contre vous, puisque tout est enregistré, on ne sait jamais. On a appelé ça aussi positif, un passé, bon, parce que c'est les 50 ans, un présent, parce que la revue est là,
et un avenir parce que, à l'avenir, on aurait presque dû mettre un point d'interrogation, par principe, mais aussi parce qu'au fond, l'existence de la revue, sa naissance, son histoire, la façon dont elle a épousé ou n'a pas épousé les soubresauts de son temps, et puis son avenir, sont ceux de la cinéphilie, c'est-à-dire que c'est quoi aujourd'hui de faire une revue, d'écrire sur les films, alors que si à l'époque les instruments de mesure et de lecture du cinéma étaient rares, aujourd'hui ils sont très très nombreux et peut-être que l'on toujours continuer à s'interroger sur la nécessité de lire le cinéma alors que le commentaire sur le cinéma est abondant et qu'on aimerait presque qu'il se raréfie tout en se bonifiant, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors je vais vous laisser la parole. Je laisserai à la sociologue d'ailleurs faire son travail presque en direct tout à l'heure pour nous dire aussi pourquoi elle s'y est intéressée. Puis moi je raconterai aussi dans quelles conditions, il y a 20 ans de ça, en 1982, j'ai poussé la porte du Château Lumière lorsque il y a eu la première conférence de presse d'annonce de naissance de l'Institut Lumière et que j'ai rencontré Bernard Chardin pour la première fois et que je me suis mis comme historien à travailler sur la naissance de cette revue, poussant donc cette porte du Château Lumière dans lequel je suis rentré et jamais ressorti. Bernard, alors peut-être on va faire ça, une prise de parole successive de 3 parcours différents, puis après on fera, et on vous attend évidemment pour les questions sur la revue, sur la cinéphilie. Qu'est-ce qu'on peut dire? On était un groupe d'étudiants, parce qu'on était en Cagne au lycée du Parc, et on trouvait que le cinéma n'était pas considéré à l'égal des autres arts, dirons-nous, en tout cas pas de la littérature grecque ou latine, mais même de la peinture ou de la musique. Et ça nous semblait très, très injuste, parce qu'on aimait de plus en plus ces films qu'on allait voir au ciné-club, à la Croix-Rousse, et au ciné-club universitaire. Et il n'y avait pas encore la télé, pour mémoire, malheureusement, mais les cassettes. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas réfléchir un peu sérieusement, éventuellement faire des articles, on verra ce qu'on peut en faire après. Et on aimait bien Raccord, qui était une revue d'abord renéotée, puis un petit peu imprimée, que faisaient des cagneux également à Paris, Gilles Jacob, Michel Flacon, toujours là. Et les cahiers du cinéma sont nés en 1951, on a distribué au ciné-club Marly les tracts publicitaires de cette revue naissante, et nous avons fait, en allant faire des tours à Paris, la connaissance d'André Bazin, de Denis Valcroze. Ils nous ont d'ailleurs aidés en nous prêtant des clichés, qui étaient une façon de reproduire les quelques illustrations qu'il y a là-dedans. Et puis donc voilà, alors c'était pas une revue d'étudiants, parce que dès le début quand même, sans être trop ambitieux, vous savez bien qu'on n'était pas non plus, on n'avait pas de gros moyens, et qu'on n'était pas dans un environnement à Lyon tout de même, sinon un peu seul, du moins pas extraordinairement nombreux à s'intéresser à tout ça. Il fallait faire les premiers abonnements à la main, là, en convainquant l'une après l'autre les étudiantes, on commençait par les plus jolies, quoi, de la faculté des lettres, et on est bien arrivé quand même à quelques centaines d'abonnements comme ça. C'est pas si mal. Puis il y a aussi les ciné-clubs, très importants, lieux de propagande et de vente. Et alors quant à la rédaction, bon ben on a fait ça de façon un peu spontanée, et donc numéro 1, article 1, l'Auberge Rouge, pour l'Auberge Rouge, article 2, ben, il est là de nouveau pour Los Olvidados, Buñuel. Voilà, c'était pas une revue d'étudiants, parce que quand même, encore une fois, sans être entouré d'un milieu de cinéphiles important, comme on ne disait pas encore vraiment, on avait l'ambition de se situer quand même parmi nos grands aînés. On lisait Bianco et Nero, on lisait Sight and Sound, et donc une revue de cinéma, on ne savait pas trop ce que c'était, mais enfin on avait envie de dire ce qu'on pensait des films importants, et aussi très vite de les rattacher un peu à notre vie politique, sociale, disons plutôt. Donc
la revue, dès le début, je ne parle en gros que pour les 15 premiers numéros, là, c'est les rails sur lesquels elle a été à partir de là, s'est intéressée aux films en soi et aussi à leurs conséquences sur le spectateur, à leur fabrication, aux soucis de leur metteur en scène, par rapport à ce qu'on appelait l'engagement à l'époque. Hein, bon. Donc des préoccupations que les gens qui avaient écrit sur le cinéma avant nous, ou en même temps que nous, dans cette fin des années 40, début des années 50, n'avaient pas forcément, parce que c'est vrai que le cinéma était souvent, à l'époque, on parlait beaucoup de langage, les débats des ciné-clubs, c'était tout le temps sur la mise en scène, disons, pure. Enfin, est-ce que ce metteur en scène parle un langage vraiment cinématographique? Bon. Et donc, nous, on mettait plus peut-être les films dans une ambiance de la vie. Je discutais l'autre semaine avec Georges Goldfein, un surréaliste de l'âge du cinéma, une revue un peu parallèle, justement, qui n'a pas eu beaucoup de numéros, mais qui groupait des amis qu'on aimait bien, et qui disait sans doute à positif, ce qu'on peut retenir, c'est sans doute ça. Vous avez descendu le cinéma de cet empiré formaliste et vous l'avez mis un peu dans la vie. Alors voilà, je pense que c'est un peu tout. Et puis après ces petits numéros, fait à la force du poignet, assez vite, là, dès l'année 52, on a agrandi le format, on a fait un numéro, déjà le numéro 3 autour de John Huston, ça on est bien, l'auteur. Et Jacob, lui, dans Raccord, disait c'est l'échec, John Huston, c'est la morale de l'échec. Et nous, on disait non, c'est comme le zen, c'est pas le chemin qui compte, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin, donc c'est plutôt la morale de l'effort. Et bon, ces dialogues allaient bon train. Et puis, on a fait un numéro sur Jean Vigo, qui a été alors plus important et qui a un peu marqué un passage. On se dit, ouais, c'est sûr qu'il faudrait trouver vraiment un éditeur, il faudrait agrandir le format. Alors, on a agrandi le format vers le numéro 8, 9, et au numéro 10, on a trouvé un éditeur qui était Jérôme Lindon, Feu Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, et qui n'était pas du tout spécialisé dans ses éditions dans le cinéma, mais qui a trouvé ça intéressant et qui nous a donné l'hospitalité pendant, je ne sais plus, 4 ou 5 numéros, mais pas plus 4, mais pas plus. Et alors après, voilà, le dernier numéro, je me suis occupé activement avant de partir revêtu de couleur kaki, ça c'était moins drôle. C'était un numéro énorme auquel a beaucoup contribué justement Charles Chabou, là, qui n'allait pas bien depuis hier. Et qui était un numéro triple, je ne sais quoi. Et, bon, et après, voilà, les copains ont trouvé, tout à fait dans l'esprit ironique de Positif, cherchant à l'époque, là, Jacques Demeur, Ado Quiro, Charles Chabot et les autres, cherchant un éditeur, ils ont dit tiens, Fasquelle, oui, Fasquelle, c'est bien un éditeur, Fasquelle, et ils sont tombés sur un monsieur qui s'appelait comme ça, mais qui n'avait rien à voir avec l'éditeur Fasquelle, et qui a dit mais oui, il très bien une revue de cinéma, pourquoi pas. Voilà, et donc à partir de là, la revue a eu un éditeur, même une douzaine depuis, je crois. Hein. Alors Michel, l'idée, pour pas qu'on fasse un truc chronologique et narratif comme ça, mais donc ça c'est l'origine. Alors aujourd'hui, pour toi, qui est l'un des membres de la rédaction actif, la célébration de ces 50 ans, ça a quel sens aujourd'hui? Si on fait ce saut de puce entre 1952 et puis 2002. Bah, c'est vrai que quand je regarde ce premier numéro et que je vois disons le parcours qu'a fait Positif, je suis tout de même un peu épaté qu'on ait réussi à tenir bon dans un monde de plus en plus conquis par l'argent, par la médiatisation, par la vente à tout prix, etc. et qui sacrifie de plus en plus la réflexion ou l'anticonformisme. Donc je trouve que c'est ça peut-être la réussite la plus importante de Positif, et qu'on soit arrivé à 500 numéros. Je vais tout de même revenir, peut-être sans vouloir faire du tout une histoire de Positif, mais essayer à travers
mon expérience de positif quand j'y suis arrivé, ce que je crois être la revue et ce qu'elle est restée. Parce que je pense que c'est une revue. Enfin, d'abord, c'est évident qu'il y a eu énormément de revues de cinéma en France depuis 50 ans. Il n'y en a que 2 qui ont survécu, c'est les Cahiers du cinéma et Positif. Beaucoup d'excellentes ont disparu, donc déjà cette longévité, sans du tout avoir abdiqué les qualités qu'on lui accorde, c'est, je crois, un bel exploit. Mais je pense que ce qui est frappant, c'est de voir le peu de revues qui restent. Et qu'aujourd'hui, c'est le triomphe du magazine d'ailleurs qui peut être très bien fait dans ce qu'il veut entreprendre, mais qui reste du magazine, c'est-à-dire des photos, des commentaires brefs, peu de jugements critiques, etc., peu de réflexion sur l'histoire du cinéma, qui était un des grands objectifs de Bernard Charder. Quand j'ai relu son éditorial numéro 1, Pourquoi nous combattrons, on peut dire que ça a été accompli, je pense, par ses successeurs, c'est à lui de le dire. Mais c'est vrai aussi que moi, ce qui me frappe, c'est que Positif opère par superposition de générations. Enfin, Philippe Rouillet en parlera tout à l'heure sûrement, mais je crois que c'est un peu la caractéristique de cette revue. Beaucoup de revues, ou même Les Cahiers du cinéma, qui est une revue très importante, ce sont des vagues successives, pour employer le mot vague, ce sont des vagues successives qui chacune a remplacé l'autre. Alors qu'à Positif, il y a des... Et bien sûr, il y a eu énormément de départs, il y a eu des morts, il y a eu des disparitions, etc. Mais il y a, si on faisait une coupe géologique de la revue, on découvrirait qu'il y a la présence de sédimentation de chaque décennie, par exemple, de la revue. Paul-Louis Tirard, qui est lyonnais, qui est arrivé peu de temps après la création de la revue, est toujours là, au comité de rédaction. Il y a des gens comme moi qui sommes arrivés au bout de 10 ans, la revue en 63, la revue existait depuis 10 ans. Ensuite, il y a la génération des gens qui sont arrivés dans les années 70, comme Hubert Miogret, par exemple. Ensuite, d'autres qui sont arrivés à la fin des années... toi, c'était quand 85. 85. Et il y a eu des gens comme Bean, Yann Tobin, qui est arrivé vers 80, Philippe Rouillet, 85, et puis des gens aujourd'hui très jeunes, François Zaudet, Jean-Pierre Jancola, qui eux participaient à Jeunes Cinéma, mais qui nous ont rejoints, font partie plutôt de ma génération. Enfin, tout cela fait qu'il y a à la fois une diversité, un renouvellement, parce que c'est heureux qu'il y ait renouvellement, une revue qui ne changerait pas, qui ne se transformerait pas, serait une revue morte, mais néanmoins une ligne, une constante de goût, de position, de façon d'écrire, etc., qui me paraît donner son image à la revue et qui est assez, je crois, unique en France aujourd'hui. Je ne sais pas par rapport aux revues littéraires ou de sciences humaines si c'est le cas également, mais en tout cas, sur 50 ans, il y a eu effectivement plusieurs générations, mais qui coexistent à l'intérieur de la revue. Et grosso modo, je pense, qui n'ont ni cédé au jargon, un certain jargon, ou plutôt, pas un certain, au jargon de certains universitaires, parce que je ne veux pas du tout, j'ai été universitaire pendant 30 ans, je ne veux pas cracher sur les universitaires, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a eu une mode chez les intellectuels pendant très longtemps de l'ésotérisme, de l'hermétisme, du jargon, etc. En positif, c'est toujours défier, et également se défier de l'autre danger qui est le populisme, qui est le fait de vouloir satisfaire à tout prix. Donc entre l'élitisme et le populisme, je crois qu'on a essayé de maintenir le cap. Alors, pour résumer très brièvement comment je voyais la revue et la raison pour laquelle j'y ai adhéré, parce que j'avais 25 ans, depuis 10 ans j'étais cinéphile, c'était en 63, depuis 55, 54, j'étais très cinéphile, j'allais à la cinémathèque, etc., très jeune, mais je lisais évidemment 2 revues. Je n'ai même pas besoin de les citer, il y en a 2, il y en a toujours pratiquement que 2 aujourd'hui dans le domaine, disons, de la cinéphilie. Je veux dire le mot cahier du cinéma, il a du mal. Mais non, pas du tout, mais je vais éviter. Mais je voulais pas revenir sur, parce que on n'est pas ici pour parler de querelles, etc. Mais finalement, j'ai eu envie d'écrire à Positif plutôt qu'au cahier pour une raison simple, c'est que d'abord je fréquentais la librairie d'Éric Losfeld, qui était le premier véritable éditeur, parce que Fasquelle, que citait Bernard Charder, c'était un éditeur d'occasion, tandis que Éric Losfeld, c'était un véritable éditeur, c'est Le Terrain Vague, qui était d'abord rue du Cherche-Midi, je crois, puis ensuite rue de Verneuil, et qui tenait salon, les pieds sur son bureau, et qui recevait des gens régulièrement, et tous les gens qui aimaient le surréalisme, le fantastique, la poésie, le surréalisme, fréquentaient la librairie d'Éric Losfeld, qui publiait toutes les revues surréalistes,
et où je me retrouvais avec d'autres gens, je croisais aussi des gens qui n'étaient pas du tout positifs, comme Jacques Séquillier ou André Labarthe, mais il y avait évidemment Benayoun et d'autres. Bon. Et j'étais très attiré par cette revue, parce que moi-même j'étais très marqué par le surréalisme. Dans ma jeunesse, je ne faisais pas partie du groupe, mais le surréalisme me plaisait. J'étais de gauche, mais pas du tout stalinien. J'avais une sainte horreur du stalinisme à l'époque qu'incarnait le Parti communiste. Mais j'étais de gauche, je votais toujours à gauche, etc. Mais en même temps, la conduite de Breton, sa dénonciation à la fois de Staline, de Hitler et du colonialisme et de tous les maux du XXe siècle me paraissait moralement parfaite. Et puis aussi, le surréalisme me passionnait dans son entreprise à la fois, j'ose pas dire esthétique, il n'aimait pas le mot, mais en tout cas son entreprise formelle, enfin ce renouvellement des formes qu'il représentait, lié à un engagement moral et politique, et d'autre part à une forme de multiculture, puisque le surréalisme c'est la peinture, c'est le cinéma, c'est la poésie, c'est la littérature. Donc, et à Positif, je trouvais cela, je trouvais cet esprit, et je trouvais aussi une revue qui ne séparait pas justement le cinéma des autres arts, et ni de la vie en général. C'est ce que disait Charbert tout à l'heure. D'une part, c'était des gens qui militaient, qui étaient contre la guerre d'Algérie, etc. Moi, j'étais étudiant, j'étais à l'UNEF et tout ça. Et puis, d'autre part, dont les critiques évoquaient les noms de tel romancier gothique anglais, tel peintre américain des années 30, le jazz, etc. Donc le cinéma n'était pas du tout confiné au cinéma pur, mais il était mis en rapport avec tous les autres arts. Donc je me suis trouvé dans une famille, et donc j'ai commencé à participer aux réunions du dimanche, puisque c'est depuis, peut-être pas 50 ans, je n'y étais pas avant, mais en tout cas depuis 40 ans, depuis que je connais Positif. Les réunions ont lieu toujours le dimanche, en fin d'après-midi, de 4h30, ça permet de voir un film à 2h, ou d'avoir des repas de famille, et ensuite de venir aux réunions. Donc tous les dimanches, ces discussions, sans qu'il y ait de rédacteur en chef, où tout est débattu, où les textes sont lus, où on choisit la couverture, qu'est-ce qu'on va mettre en couverture, qu'est-ce qu'on va mettre dans le numéro, est-ce qu'il y aura un dossier. À l'époque il n'y avait pas de dossier, mais c'était quels vont être les trois sujets principaux de ce numéro, est-ce que tel film on lui consacre une critique de 2 pages ou au contraire une notule, etc. Enfin vraiment des débats de rédaction. Et ça me convenait, je trouvais ça très bien. Alors arrivaient ensuite des gens comme Frédéric Vitou, ça mène à tout Positif, puisqu'il vient d'être reçu à l'Académie française. Bon, et donc ou alors Emmanuel Carrère, qui maintenant a eu le prix Femina, qui est adapté au cinéma. Et puis plus tard, d'autres arrivants, d'autres jeunes. Voir tout cela arriver et encore une fois collaborer, échanger des idées. Voilà, je crois que c'était un peu l'esprit Positif, et je pense que et aussi le côté international qui était lié au surréalisme. Le surréalisme est un mouvement, comme vous le savez, où il y avait un groupe belge, un groupe yougoslave, un groupe brésilien, un groupe anglais. Eh bien, pas suisse, je crois pas. Tchèque. Oui, mais pas suisse. Il n'y a pas de groupe suisse. Mais bon, donc à Positif, il y avait aussi des gens qui venaient du Brésil, comme Paranagua, d'Italie, comme Goffredo Fofi, de Tchécoslovaquie, comme Pet Kral, des gens comme Thomas Alcesser qui passaient par Paris, des Anglais, etc. Donc, il y avait ce côté ouverture aussi sur... oui, c'était vraiment un lieu de croisement, un lieu de rencontre, d'échange, à tous les niveaux. Et je crois que c'était ça, pour moi, la caractéristique de la revue, c'était ça. Et puis de ne pas être institutionnalisé. Alors peut-être, Thierry, pour te répondre et pour terminer, peut-être qu'effectivement, cette célébration nous institutionnalise. Puisque tu citais, tu me demandais d'évoquer, évidemment, la deuxième étape dans ce 50e anniversaire, c'est Lyon, et c'est normal. Cannes, c'était le mois de mai, ça tombait bien, puisque Positif est né en mai 52. Lyon, c'était la deuxième étape avec l'exposition de photos de Nicolas Guérin, qui était également à Cannes. Donc c'était le lieu de naissance avec Chardin de Positif. Mais ensuite, ce sera La Rochelle, où on va montrer presque la totalité des films de Francesco Rosi. Voilà, je veux dire, Francesco Rosi, moi ça fait des années que je voulais qu'on fasse un hommage à La Rochelle. Ils nous ont dit qu'est-ce que vous voulez faire, on a dit Francesco Rosi, ce qui sera très très mal vu par Libération, très mal vu par les Inrecuptibles, très mal vu par Le Monde.
alors que c'est un des plus grands cinéastes vivants dans le monde, qui a des hommages partout, à Londres, à New York, en Italie bien sûr, à Madrid. On ne compte plus les livres qui lui sont consacrés, mais un certain snobisme parisien a décidé qu'il n'y avait plus de Francesco Rosi. C'est-à-dire que par exemple, quand le Centre Pompidou montre 150 films politiques des années 60, face à l'histoire, ou la bibliothèque d'information publique, il n'y a aucun film de Francesco Rosi. Il y a 4 films de Straub, mais le cinéma politique, Salvatore Giuliano, Main basse sur la ville, ça n'existe pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc face à l'histoire, Rosi n'existe plus. Tu ne veux pas parler du Quotidien qui édite une revue du cinéma et qui publie la veille des élections une page d'éloge sur la femme du million. Non. Ça m'avait échappé. Non, ce que je veux dire... Déconner ou... Non, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tel degré d'étouffement devant le conformisme, aujourd'hui en France, tellement vraiment je dirais, de nullité de la pensée. C'est-à-dire que quand on pense qu'un film comme Salvatore Giuliano, qui est une référence pour tous les cinéastes du monde entier qui s'occupent de politique, c'est-à-dire pour les cinéastes du cinéma nouveau brésilien, pour les Québécois, pour tout le monde, tout le monde, Scorsese, Coppola, ils parlent tous de Salvatore Giuliano. C'est un des plus grands films des années 60, et c'est un modèle de cinéma politique, vous l'avez vu, il a été montré ici avec Rosi. Que ce film ne fasse pas partie d'une rétrospective de 150 films politiques au Centre Pompidou, je trouve ça absolument hallucinant. Et quand j'ai prononcé le nom de Francesco Rosi, j'ai vu tout de même un certain émoi. C'est quasiment comme si j'avais dit un gros mot. Oui, mais ça, on pourrait presque dire que c'est heureux, puisque l'une des critiques qui est faite à la cinéphilie aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord. Oui. Et que, au fond, non, mais vous tout le monde battiez les uns pour Buñuel et Kurosawa, les autres pour Hitchcock et Rossellini, et que l'idée même qu'un cinéaste continue à n'appartenir et que s'il n'y a qu'une seule revue, ou même qu'un seul supporter de Francesco Rosi, ça sera toi. Thierry, tu m'as pas du tout compris. Je dis simplement que Francesco Rosi est célébré dans le monde entier. Non, c'est pas la France. C'est 3 journaux. Pour définir. Ce que je veux dire, c'est que sur l'idée que la cinéphilie, parce que ce que je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas moi non plus que tout le monde aime tout et la même chose. La preuve, Francesco Rosi. Donc, et il n'est pas le seul. Comment non, tu vas nous expliquer il y a 3 journaux. Mais ce que je dis, ce qui est terrifiant dans ce pays, c'est la dictature du goût et de l'idéologie de 3 journaux. C'est pas la France. Je veux dire, on va aller à La Rochelle dans 15 jours, et les salles vont être médusées par ces films, unanimement. Il n'y aura pas une personne qui sortira en disant... Non, mais c'est intéressant. Non, mais si, je le fais comme cas d'espèce, parce que je pense que quand on dit que le loft, c'est une chose formidable dans les cahiers du cinéma, et qu'il y a des grands articles sur le loft et des films sur le loft pour dire à quel point c'est beau, et qu'on crache sur des films comme Salvatore Giuliano, Main basse sur la ville ou La Ferme Mattei, je pense que c'est très grave. Je pense que nous sommes dans un pays en état de décomposition. En état de décomposition. Et d'ailleurs, ce qui se passe est le fruit de cette décomposition. C'est-à-dire qu'il y a le diktat d'une bande d'intellectuels complètement coupés des choses, parce que c'est pas vrai que c'est en France, Francesco Rosi n'est pas aimé. Francesco Rosi est adoré. On est allé à Montpellier, on est allé à Lille, à Lyon, partout, les gens trouvent ces films extraordinaires. Mais comment est-ce possible que 12 individus font la loi? Tu diriges le Festival de Cannes, tu sais très bien qu'à Cannes, il y a des films qui ont un article fabuleux dans Le Monde et dans Libération, et qui sont hués, sifflés par la presse internationale. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Il y a effectivement le soutien, c'est ce que dit Woody Allen, « The French love it ». D'ailleurs, à la fin du dernier Woody Allen, c'est pas « The French ». 3 or 4 French love it. Bon, j'ai un peu perdu ma patience parce que je pense que c'est grave, parce qu'on est dans une époque de cynisme. C'est le cynisme qui règne en France, et quand on n'est pas cynique, on est considéré comme un has-been, c'est-à-dire qu'on dit c'est un homme qui a l'air honnête, il a avoué sa naïveté, donc c'est quelqu'un dont il faut se débarrasser, parce que les gens honnêtes n'ont pas place dans le paysage. Mais c'est très important. Je crois qu'on est dans une époque cynique. En tout cas, ce que je voulais te dire... Je crois que positif n'est pas une représentation. Laisse-moi parler. Ce que je voulais te dire, c'est que, justement, quel sens la célébration de positif a-t-elle? C'est précisément ça. C'est peut-être de redire qu'en effet, il y a encore des dysfonctionnements dans le mode de pensée, là où on dit qu'aujourd'hui, au fond, le cinéma a gagné, la cinéphilie a gagné, et que les revues finissent par partager les mêmes passions. Les revues, et en effet, pas seulement les revues elles-mêmes, parce qu'il y a des revues et puis il y a d'autres magazines de presse satellites, ou amis ou compagnons, et au fond, on s'en rend bien compte que c'est pas le cas du tout. Donc peut-être que, et n'hésite pas à perdre ta patience, parce que ça te permet
permet aussi de dire des choses, des choses vraies, que la célébration positive peut être aussi, ou de la cinéphilie, ce que n'a pas été la célébration des cahiers du cinéma l'année dernière, dont je dis, ce qu'on a fait aussi à Cannes, qu'elle a été une auto-célébration, et que de fait, la célébration des 50 ans des cahiers du cinéma a été une manière de dire, regardez, formidable comme on a une belle histoire, et qu'il y a eu un film consacré à ça, qui reprenait étape par étape absolument tous les processus d'autoconditionnement de l'idée qu'il n'y a qu'une seule grande revue qui a inventé la cinéphilie, qui a inventé l'idée même de la jeunesse, et une jeunesse de cette cinéphile, qui était le cahier du cinéma. Je trouve, moi, que vous avez bien fait, au nom de vos 50 ans, de rendre hommage, par exemple, à René à Cannes, par exemple, à Rosie au Festival de La Rochelle, ou à un cinéaste par décennie, puisque c'est ce qu'on fait ici dans ces 3 jours, et que donc peut-être que la célébration des 50 ans des cahiers du cinéma doit être l'occasion de redire que non, tout le monde n'est pas d'accord, et que, que tout le monde n'est pas d'accord et qu'il y a encore des choses à déverrouiller, quoi. Alors je voudrais terminer parce que effectivement je me suis écarté de cette... Non, tu as élargi le débat. Voilà. Donc il y a ensuite, oui c'est La Rochelle qui m'a fait bifurquer. Donc ensuite il y a un hommage à Locarno avec sur la Piazza Grande, une comédie italienne de Monicelli, en présence de Monicelli, parce qu'on avait une soirée, on a choisi une comédie italienne parce que ça aussi je crois que c'est assez caractéristique de la revue d'avoir défendu la comédie italienne quand elle n'était pas du tout autorisée par les dictats de la mode, en Italie en particulier, puisque les Italiens, les Risi, les Comencini, les Monicelli, tout ça disent toujours que c'est grâce à la critique française, et en particulier de cette revue, d'avoir défendu leur travail. Et puis ensuite, alors... C'est quoi le film? Comment? L'Armata Brancaleone à la Crociata. Mario Monicelli qui viendra à l'Institut Lumière à l'automne. Ça c'est formidable. Et je reviendrai alors. Et puis d'autre part, ensuite il y a alors au Forum des Images, qui est un endroit merveilleux à Paris, qui est très vivant, et nous faisons tous les mois des avant-premières, comme les abonnés lyonnais doivent parfois avoir envie d'y aller, des avant-premières de films tous les mois. Donc on est très partenaire du Forum des Images. On va montrer 50 films à raison de 1 film par an, et qui correspond à une couverture de positif chaque année. Donc ce sont 50 films emblématiques. Et ensuite, il y aura au Musée d'Art moderne de New York également 50 films avec la publication d'un livre en anglais, une anthologie différente de celle de chez Gallimard, L'amour du cinéma, qui a été coordonnée par Stéphane Goudet, que vous avez vu hier soir, enfin que certains ont vu hier soir. Une autre anthologie avec d'autres textes, enfin quelques-uns qui sont semblables mais essentiellement différents. Donc au Musée d'Art moderne, également avec 50 films, dont chaque film correspondra à un article de cette anthologie. Donc ça sera au Musée d'Art moderne à New York, évidemment, consécration un peu presque trop, c'est presque trop. Et puis Bologne et le Musée du cinéma de Turin et la Cinémathèque de Bologne. À Bruxelles, à la Cinémathèque royale de Belgique, également 50 films. Et puis à Madrid, on ne sait pas encore, une vingtaine de films à la Cinémathèque de Madrid. Et ensuite à Lausanne, à la Cinémathèque suisse. Donc voilà, pour l'instant. Il doit y avoir aussi Berlin, enfin je sais pas, Berlin, Londres, mais ce n'est pas encore définitivement établi. Bon, ça veut dire qu'il y a tout de même une reconnaissance internationale au-delà des querelles de clocher françaises. Je donne la parole à Philippe, mais vous n'hésitez pas, hein, si dans nos conversations il y a des choses qui vous paraissent de nature à vous faire vous interroger ou les interroger ou nous interroger, n'hésitez pas. Alors Philippe, toi, donc, dans les années 80, tu pouvais, puisque les cahiers sont aussi sont également réputés pour accueillir de jeunes rédacteurs, choisir l'une ou l'autre des revues. Ah oui, mais alors là, moi, je n'ai pas été postulé aux deux. Moi, j'ai été directement à Positif, parce que... moi non plus. Ah non, mais j'ai pas dit que toi non plus, mais Thierry me dit, tu avais le choix, etc. Ah, oui. Mais j'aurais pu... Non, c'était choisi. Parce qu'en fait, moi, assez jeune, j'ai fait mentir Truffaut, qui disait ça n'existe pas, un garçon de 13 ans qui dit à son père, je vais être critique de cinéma. Si, moi c'était mon cas. Donc, voilà, et à l'époque, je lisais 2 revues. Je lisais Cinéma Millésimé et Positif. Positif que j'ai découvert grâce à Michel Simon, que j'écoutais au Masque et la Plume. Et j'étais souvent d'accord avec ses prises de position par rapport aux autres. Et disant, puisqu'il écrit dans une revue qui s'appelle Positif, voyons voir Positif. Et puis, notamment au moment de la sortie de Shining, où je trouvais vraiment que le film avait un accueil vraiment indigne en France, que tout le monde traitait ça d'un petit film de genre, un petit film d'horreur, etc.
déjà, je trouvais que les gens n'aimaient pas les films d'horreur, que c'était incroyable, qu'ils ne voyaient pas que c'était un film formidable de Stanley Kubrick, au-delà du genre, et justement, dans Positif, et pas seulement sous la plume de Michel, mais avec des gens comme Jean-Louis Bourget, Alain Masson, défendaient le film. Donc, du coup, il est apparu très vite que c'était dans cette revue que je rêvais d'être. Et quand la chose a pu se faire, j'étais très, très impressionné. Le premier comité de rédaction où on m'a convié, j'étais venu, j'avais un costume, j'avais une cravate, j'avais les mains moites. Il y a un très joli récit de ça, c'est Frédéric Vitou qui raconte ça dans son livre qu'il a consacré à Roger Tailleur. Maintenant Roger est en Italie, où il raconte son premier comité de rédaction, où à l'époque, et encore à mon époque, en 85, on arrivait avec son article à lire au comité de rédaction. Alors, moi j'étais arrivé comme ça, il faisait une chaleur comme aujourd'hui. Évidemment, tout le monde était décontracté, qui en t-shirt. Non, toi, tu n'avais pas de cravate, toi, tu avais ta chemise assez pas débraillée, mais enfin bon, c'était très cool. Il y avait moi qui était engoncé là-dedans, qui suait, etc. Et tout de suite, il y a eu un accueil très, très sympathique. C'était à la fois impressionnant et sympathique, c'était très bizarre. Et puis alors là, j'ai pu mettre des visages sur les noms que je connaissais. Ça aussi, c'était quelque chose de très impressionnant. Et cet aspect mélange des générations m'a tout de suite plu. Et c'est quelque chose qui, par exemple, dans le prochain numéro, vous aurez droit à, entre autres, un article de Bernard, plusieurs de Michel et plusieurs de moi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est pas qu'un truc théorique. Et l'intérêt de ça, c'est aussi que quand on fait des dossiers, vous savez que les dossiers, c'est une de nos grandes forces, hein, les dossiers qu'on fait, qui ne sont pas forcément des dossiers historiques, mais quand on fait un dossier sur un metteur en scène, on a une approche comme ça, multigénérationnelle, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez des rédacteurs de 30 ans, quand ils vont faire un truc sur Walsh, ça va pas être juste aux entournures, mais si quand même, parce qu'il y a un certain nombre de films, ils peuvent très bien parler des classiques et tout ça, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu le temps de voir et tout ça. Et ça, c'est quand même très intéressant de bénéficier de ça. Et cette approche où il y a cet empilement des générations, elle est aussi liée, j'allais dire, horizontalement à Positif, par le fait que certains étaient plutôt communistes, d'autres surréalistes, d'autres de l'Oulipo. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'ébullition où les gens viennent de toutes sortes de choses pour des réseaux très différentes, et du coup, il n'y a pas une écriture positive. Parce qu'évidemment, la première fois qu'on m'a commandé un article de Positif, je me suis remis à relire fébrilement, en me disant, il faudrait quand même que je fasse un article dans l'esprit de la revue, parce que sinon, il ne va jamais passer. Et quelque chose que j'avais déjà remarqué, mais là, qui m'a apparu, un truc flagrant, c'est qu'il n'y avait pas deux articles écrits de la même manière. Alors que c'est justement une des raisons pour lesquelles j'avais écarté les cahiers, déjà en tant que lecteur, parce que je trouvais que c'était jargonisant, les gens aimaient s'écouter parler, etc. Moi, ça m'agaçait profondément, cette idée que si on n'est pas clair, ben on écrit pour soi et pour ses copains, mais on n'écrit pas pour les lecteurs. On écrit quand même pour les lecteurs, on écrit pour être compris par le plus grand nombre. Moi, rien ne me fait plus plaisir quand les gens me disent qu'ils comprennent mes articles, etc. Je veux dire, le contraire serait catastrophique pour moi. C'est vraiment un truc, si les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce... Bon, alors là, je dirais, article manqué, etc. Bon. Donc là, je me suis aperçu, c'était encore plus flagrant à quel point, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans l'approche des films, même s'il y a quand même et c'est presque le contraire de ce que disait Bernard par rapport au début, c'est qu'il y a quand même un attachement à l'idée de mise en scène. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque à la critique de cinéma, c'est que trop souvent, et là je parle vraiment de la critique en général, trop souvent les gens restent trop aux histoires et finalement ou disent, on a entendu ça par exemple pour le dernier film de Brian De Palma, bon, au bout du compte ce film ne raconte rien parce que c'est un rêve. Bon alors d'accord, ça raconte rien, c'est pas la naissance d'une nation, mais c'est pas pour autant que le film n'est pas intéressant. On tombe dans ce cas, dans l'idée que effectivement toutes les histoires ont déjà été racontées, donc si vous racontez l'histoire entre un homme et une femme qui divorcent, etc., vous pouvez dire ça ne raconte rien, on a déjà vu ça 100 fois. Et moi il me semble que à Positif, on essaye d'avoir des yeux pour voir, pour reprendre le terme de Jean-Louis Boré, de sa première anthologie de textes. Et aussi, dans notre souci de clarté,
d'essayer d'éclairer les gens. Non pas en leur imposant des dictates, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais vous savez, quand vous devez écrire 6 feuillets sur un film, ben voilà, vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est génial parce que c'est génial. Alors après, soit vous racontez l'histoire et vos 6 feuillets sont faits et votre truc n'a plus aucun intérêt dès l'instant que le lecteur a le film en cassette ou en DVD parce que l'histoire il la connaît très bien s'il voit le film. Soit vous essayez de faire, d'analyser les choses, d'essayer de comprendre comment le film est fait. Et alors là, je peux vous dire ça demande de la sueur. Et quand même, en 6 feuillets, vous avez la place de le dire et ça peut être quand même intéressant. Et moi, j'aimais beaucoup aussi à Positif cette tradition de l'entretien long, qui je trouve est toujours une force de la revue. C'est-à-dire que là, c'est pareil, les entretiens, ils font tout de suite 15 feuillets, 15-16 feuillets, et du coup, on peut demander aux gens autre chose. Il se passe quelque chose avec le réalisateur, ou même parce qu'on fait aussi avec des techniciens, etc. Mais pour avoir ce nombre de pages, ça veut dire que l'entretien, il ne se fait pas en 10 minutes, il se fait en 1 heure. Donc, du coup, il y a une vraie rencontre. Je ne veux pas du tout dire qu'après, on est les meilleurs amis de la Terre, c'est pas du tout ça. Mais en 1 heure, la personne, même si elle donne 5 entretiens dans la journée, ce qui est parfois le cas avec les Américains qui viennent là, qui se mettent dans un grand hôtel et puis qui reçoivent toute la journée les journalistes, en 1 heure, vous avez le temps d'établir un contact, même éphémère, avec quelqu'un et qui du coup va vous donner autre chose que la soupe qu'il peut servir toute la journée parce qu'il est mécaniquement en promotion et que c'est quelque chose d'effectivement très fatigant. Mais vous avez le temps de poser des questions qui vont être un peu différentes et du coup quelque chose peut se passer. Et ça se retrouve dans la revue et ça je trouve que c'est vraiment très bien. Alors un point technique d'ailleurs, puisqu'on parlait des réunions, il faudrait que vous nous racontiez comment ça se passe, puisque là on vient d'en avoir la version vestimentaire, mais est-ce que les articles sont lus à haute voix? Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des débats, non seulement de fond sur le thème on n'est pas d'accord, l'article ne passera pas, est-ce que c'est à la majorité, est-ce que c'est pas à la majorité, est-ce qu'il y a des débats stylistiques aussi, tel article n'est pas bon, il ne passera pas, et puis parlez-nous aussi un peu du côté, parce que là aussi il y a du sens, je crois dans ces 50 ans, de l'idée que c'est une revue de bénévoles et que nul n'est payé à Positif, et que le titre, après de quelques bagarres juridiques ou en tout cas vous appartient, je crois, au rédacteur. Alors, commençons par les réunions. Donc c'est le dimanche. Oui, les réunions, il y a eu des modifications parce que ça fait 40 ans que j'y suis et c'est vrai qu'au début, tous les textes étaient lus, y compris par les membres du comité de rédaction, Benayoun ou les gens les plus prestigieux, ils lisaient leurs textes. Les auteurs lisaient leurs textes. Les auteurs. Et je trouve que c'était assez formidable parce que même si la personne est brillante et tout, il y a toujours des choses à obtenir d'une assemblée qui écoute et qui note des choses. Et qu'il y a même dans les gens les plus remarquables, les plus encyclopédiques, les plus stylés, il y a parfois quelque chose qui ne va pas, il a oublié telle chose, ou on lui fait remarquer que telle autre, ou il y a une erreur de date. Parce qu'il y avait toujours parmi les gens qui étaient présents quelqu'un qui connaissait bien tel ou tel domaine. Bon. Il s'est avéré que c'était plus possible, parce que la revue est devenue, d'abord, elle était très irrégulière. C'est grâce à cela, à cette irrégularité que divine coïncidence, le numéro 500 paraît l'année du 50e anniversaire, ce qui permettra de faire enrager nos concurrents, parce qu'on va remettre ça au mois d'octobre, puisqu'on va sortir le numéro 500 avec 50 films au forum dont je vous ai parlé, etc. Bon, normalement, ça devrait être 620 numéros. On devrait être au 620e numéro au mois de décembre et on n'y sera pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de numéros, beaucoup d'années où il y avait 5 numéros dans l'année, 7 numéros. Ça a duré à peu près une dizaine d'années, jusqu'en 63, 64. Quand j'y suis arrivé, ça a commencé à devenir presque mensuel. C'est devenu mensuel en 66, je crois. Mais ces réunions, donc, il y avait moins de matière. Même les numéros étaient plus minces, il y avait moins de choses. Aujourd'hui, quand on a fait l'anthologie Folio, les 2 anthologies Folio, il a bien fallu faire du calibrage et on s'est rendu compte qu'un numéro de Positif, chaque mois, c'était l'équivalent de 300 pages de Folio. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était un livre de 300 pages que nous faisions chaque mois, sans les illustrations. C'est-à-dire c'est 300 pages plus 150 photos. On dit c'est très cher, 45 francs. Bah, 300 pages, si vous aviez un folio de 300 pages
avec 150 illustrations, vous ne payerez pas 45 francs, et pourtant Folio n'est pas cher du tout. C'est ce qui est parmi les moins chers des livres de poche. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de matières. On a créé les rubriques, les voix off, les chantiers de réflexion, les dossiers qui n'existaient pas sous cette forme-là aussi complet, aussi riche. Bon, si bien qu'il y a une telle abondance de textes qu'on a décidé, sous la force, parce que nous sommes bénévoles, donc on ne peut pas faire 3 réunions par semaine. C'est déjà beau que les gens se déplacent, pas tous, mais qu'il y ait des roulements, mais qu'il y ait toujours 7 ou 8 personnes dans une réunion le dimanche. Donc on a décidé de ne lire, de faire confiance aux gens qui ont été admis en comité de rédaction. On pense qu'ils ont des qualités suffisantes pour qu'on n'ait pas à lire par-dessus leur épaule. Mais par contre, tout ce qui est nouveau, tout ce qui nous est envoyé est lu en comité de rédaction et approuvé ou non par le comité de rédaction. Mais souvent, pas souvent, mais ça arrive régulièrement que de nouveaux venus soient acceptés, et ça ne se passe pas autrement que de mon temps. C'est-à-dire que moi, j'avais 25 ans, j'ai rencontré Bernard Cohen, qui lui venait de commencer à écrire, qui m'a dit, mais à la bibliothèque de la Sorbonne, il m'a dit, mais pourquoi tu n'envoies pas un texte, tu sais, à positif, tu pourrais être publié. Moi, j'ai envoyé un texte, et ensuite j'ai téléphoné, Robert Benalioun m'a dit, ben, on prend votre texte, on le publie. Il n'y a rien de changé. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux, par exemple, des nouveaux collaborateurs depuis 2 ans, comme Yannick Lemarié, qui habite, je sais pas, dans l'Orne, qui est professeur là-bas, et qui nous envoie des textes absolument formidables, qui a été accepté. Il y a Philippe Fraisse, qui habite à Agen, je crois, ou dans le sud-ouest, qui nous envoie des textes qui ont été acceptés, etc. Donc, évidemment, il y a un déchet considérable, parce que tout le monde veut être critique de cinéma, contrairement à ce que pensait Truffaut. Mais qui disait aussi qu'un film anglais, ça n'avait pas de sens, que c'était contradictoire. Il ne peut pas y avoir de cinéma anglais, mais donc c'est vrai que beaucoup de gens veulent écrire du cinéma, et donc on reçoit énormément de textes, et ça serait malhonnête de dire qu'on a les plus grandes chances d'être publié quand on envoie un texte. Non, mais néanmoins, c'est pas du tout impossible, et qu'il y a vraiment, chaque année, 2 ou 3 personnes qui sont publiées pour la première fois. Et voilà, donc là, c'est là que se décide tout. J'ai déjà évoqué, choix de la couverture, choix du dossier pour les 6 mois à venir, planification, qui va dans tel festival, qui va dans tel autre, qui va à telle projection, etc. Et le noyau dur, c'est quoi? C'est 15 personnes? Oui, oui, il doit y avoir... Quand il y a un film sur Paris, donc il y a une projection de presse, un film très attendu, vous retrouvez des films aujourd'hui, bon, Dieterle et Sternberg. À Cannes, d'ailleurs. Et à Cannes, d'ailleurs. Mais c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Et tout à coup, on se dit, tiens, la revue aime le Schroeder. Et nous, on ne peut pas annoncer d'un numéro sur l'autre, parce qu'on a quand même des délais de publication. Non, mais c'est pas de ce point de vue-là. On ne sait pas à l'avance sur le point de vue qu'il y a certains autres organes critiques dont on peut savoir à l'avance sur quoi. Et pas plus, lorsqu'on relit, vous verrez, on a fait une petite exposition avec les deux folios, là, et puis les anthologies qui sont parues chez Place. Même quand on feuillette la revue dans les années 60, quand on ne le sait pas par cœur, ou même, comme c'est mon cas, quand on l'a oublié après avoir relu cette revue dans tous les sens, ah oui, tiens, ils aimaient bien Aldrich, ah oui, tiens, ils aimaient bien ça, ah non, c'est impossible, parce que je croyais que moi, une qualité, pour des gens qui font de la critique de cinéma, de ne pas nous prévenir à l'avance de ce qu'ils vont aimer. Je pense que ça reste ça. Mais Thierry, par exemple, par rapport au menu que tu nous as proposé à Cannes, bon, eh bien, ce qu'on fait, c'est que le dernier samedi, on était exceptionnellement très nombreux cette année, on était 14, parce qu'en fait, il faut dire que moi, je viens pour France Culture, Olivier Lebrun vient pour Le Point. C'est le partage des hôtels. Voilà, donc certains travaillent dans d'autres organes, mais enfin, tous écrivent aussi dans Positif. Donc, on se réunit le dernier samedi, juste avant la clôture du festival, et on passe en revue tous les films. De toutes les sections. De toutes les sections, semaine de la critique, quinzaine, certains regards, compétition, hors compétition, séance spéciale. Et on demande aux gens ce qu'ils ont vu et on met des étoiles qu'on ne met pas dans la revue, parce que dans la revue, ça ne nous intéresse pas, mais on ne fait pas ça. Tout le monde le fait, ça n'a pas d'intérêt. Il y a 40 ans, les cahiers le faisaient, ils étaient les seuls. Aujourd'hui, tout le monde, il y a une pluie d'étoiles partout. Les films ne sont même plus analysés, ce qui est important, c'est les étoiles. Non, mais par contre, pour nous, ça nous permet de savoir ce qu'on pense des films. Donc ceux qui repartent, qui ont pris l'avion ou le train, qui sont partis avant la fin, ils nous laissent leur cote. Et à ce moment-là, à partir des opinions de chacun, on attribue à celui qui se rapproche du sentiment des autres rédacteurs de la revue la note. C'est-à-dire qu'on n'a pas... la plupart des journaux, ils fonctionnent, ils envoient quelqu'un voir un film, quelqu'un trouve le film admirable, 3 mois après, il sort à Paris, il dit mais comment on avait défendu cette merde épouvantable? Parce que bon, nous, pour éviter que ce soit le triomphe du hasard et de la subjectivité, on s'arrange pour qu'on ait au moins 3 ou 4 personnes qui ont vu un film, et alors on dit bon ben, il y a 3 qui mettent 3 étoiles, un qui met un point noir, donc
on fait une note favorable, et c'est comme ça que dans le prochain numéro, il y aura 93 films de Cannes qui seront commentés, la totalité des films pratiquement présentés dans toutes les sections. Mais ça a été le fruit, même à Cannes, d'une délibération éditoriale. Ça n'a pas été le petit bonheur, la chance, ah ben, il a eu la veine, il a été vu par un tel qui adore ses films, alors tous les autres le détestent. Et je pense que ça, c'est un bon exemple, si vous voulez, de la pratique collégiale, enfin, de la pratique, à mon avis, démocratique. Madame? Oui, je voudrais, parce que il y a un truc que je voudrais dire, c'est que quand on n'est pas spécialiste du cinéma, bon, j'aimerais bien que vous me parliez peut-être un peu des querelles, si vous voulez. Je vais parler 2 minutes, hein, ce qui me vient en tête là. Des querelles entre les cahiers et Positif. Bon, moi je suis abonné à Positif depuis la mort de Kubrick, depuis que je vous ai vu ici. Je me suis abonné à Positif, et comme j'étais abonné aux cahiers mais que je ne lisais plus, ben, j'ai laissé tomber les cahiers, ça s'est croisé quelques mois, et bon, j'ai fait le relais. Comment? Non, réabonnez-vous. Non, mais... Mais n'abandonnez pas Positif. Mon métier, c'est pas le cinéma, moi. On peut pas tout lire. Non, mais c'est pas du tout ça. Je veux dire que quand j'ai commencé à m'abonner au cahier du cinéma, par hasard, en fait, je suis tombée. C'était à Lyon, il y a une petite vingtaine d'années, il y avait une rétrospective Kazan. Et le même mois, j'ai lu un fabuleux, je viens de le relire là, parce qu'il y a eu plusieurs films de Kazan ici, un fabuleux interview de Kazan par Marguerite Duras. Enfin, moi, je l'ai relu, il est une merveille. Et c'est comme ça que je me suis abonnée au cahier du cinéma. Avant, je vous dis, voilà. Et le même mois, j'ai lu votre bouquin sur Kazan. Hein, et pour moi, il n'y avait pas du tout d'antinomie. Parce que ce qui était intéressant, c'était, dans les 2 cas, j'ai trouvé un individu extrêmement complexe, dont j'ai peut-être même encore maintenant, enfin j'en ai revu, là, je crois que j'aime toujours autant. Voilà. Donc je veux dire que les querelles me paraissent bizarres, si vous voulez, parce que moi c'est exactement contemporain. Après j'ai continué à cahier, je dirais par routine. Après, bon, ça va plus. Hein, maintenant ça va plus, je peux plus y aller. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que je lis Libération tous les jours. Donc je lis bien sûr tous les critiques de Libération, j'en raffole pas, mais bon, il suffit de lire au travers des lignes, hein. Je veux dire, je comprends ce qui m'intéresse. Quand on connaît un critique, on peut, même s'il dit que c'est très bien, je vais pas y aller parce que je pense que ça me plaira pas, ce qu'il en dit, ça me plaira pas. Donc ça, c'est la réaction du lecteur. Hein, on n'est pas obligé de suivre comme un mouton le critique. Hein. Et d'autre part, avant de lire les cahiers, moi, mon critique adoré, c'était Albert Cervoni, au point que j'ai lu France Nouvelle des années, rien que pour la rubrique, et il a disparu. Et je ne sais pas, il n'écrit plus. Il est décédé, mais il y a longtemps. Il y a un moment, il écrivait 2-3 semaines de suite, dans l'Humanité aussi. Hein, je disais, alors j'allais uniquement là pour les rubriques. C'est un très bon critique. C'était magnifique. C'est remarquable. Magnifique. Hein, il n'était pas de votre équipe. Alors Michel, en 2 mots, c'est quoi les... Voilà. Non, mais je crois, écoutez, dans Variety, qui est le grand journal comme on dit, du show business américain, qui est lu par toute la Californie, à New York, tous les producteurs, il y a des critiques de films, c'est un peu le film français, mais beaucoup plus riche, avec énormément avec des critiques, ce que ne fait pas le film français. Et ils ont fait un article sur Positif, là pour le 50e anniversaire, ils disaient les 2 revues des cahiers du cinéma et Positif ont entre eux un respect mutuel, si on peut qualifier de respect mutuel ce qui relie les Capulet et les Montaigu. Alors évidemment, non mais madame, je veux dire, évidemment ce serait manichéen de dire ce que Positif aime, les cahiers ne l'aiment pas, et vice-versa, ça n'a pas de sens. C'est vrai que les cahiers lisent Positif, nous on lit les cahiers, enfin ça a toujours été comme ça, moi je lisais les cahiers à 20 ans, je lisais Positif. J'ai voulu écrire dans Positif, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de lire les cahiers, sauf dans une certaine période où je ne comprenais plus rien et ça ne m'intéressait pas du tout. Mais simplement, c'est vrai qu'il y a des choses en commun. Il y a beaucoup de cinéastes en commun, mais il y a aussi beaucoup de cinéastes qui nous séparent. Et puis, il y a aussi une approche du cinéma qui est complètement différente. Alors, c'est ça, tu peux parler. Ben oui, mais elle est différente aussi suivant les époques. Parce que, par exemple, dans les années 50, la grande querelle, c'était quand même une querelle politique. C'est-à-dire que les Cahiers étaient une revue de... Pas la première équipe dont Bernard parlait, qui a fait une publicité, qui était une revue de chrétiens de gauche avec Bazin, gauche libérale, genre observateur avec Doniol Valcroze. Mais dès que les Romer, Truffaut, etc. ont pris le contrôle de la revue vers 1955, ils ont vraiment viré à ce qu'on appelle l'apolitisme, qui est toujours, vous savez, l'apolitisme, c'est toujours... Moi, je ne lisais pas à l'époque. Oui, l'apolitisme, c'est les gens qui ne critiquent
pas, c'est des gens qui sont pour l'unité, qui sont pour le bien des choses, etc. Donc les cahiers étaient apolitiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne parlaient pas de la guerre d'Algérie, ils ne parlaient pas de la censure, Truffaut disait la censure c'est pour les lâches. Donc c'est une revue qui fréquentait la Parisienne. Truffaut était très ami avec Rebattet, qui avait été un collaborateur, un antisémite notoire, c'était son grand ami. Il avait fait 4 séries d'articles avec lui dans un journal d'extrême droite. Donc il flirtait, peut-être par provocation. Je ne veux pas dire que Truffaut était un fasciste, loin de là. Mais je veux dire par provocation, peut-être par rapport à la gauche qui dominait la vie intellectuelle. Il y avait un dandisme c'était la jeune droite, les hussards, Nimier, etc. On aimait Jouandeau, on aimait Paul Morand, on aimait toute la collaboration, disons. Bon, et c'est vrai alors on n'aimait pas Buñuel, on aimait Rossellini parce que à la fin du voyage en Italie, les ventres bombés des femmes montraient que la maternité c'était la solution des problèmes du couple. Chez Dreyer, les gens ressuscitaient, etc. Bon, alors c'était idiot de dire que Positif disait Rossellini et Dreyer, bon, on n'aime pas parce que ça n'avait pas de sens. Mais ça avait un sens dans la mesure où c'est des cinéastes qui étaient complètement, à mon avis, on leur a fait un mauvais tour parce qu'on les a revendiqués sur des aspects finalement purement idéologiques, enfin pas seulement, parce qu'aussi formels, mais c'était tout de même très conservateur dans un pays à l'époque qui était sous le coup de la censure, de l'armée, d'une politique de droite, de la guerre d'Algérie, de l'Église qui indiquait à la sortie des salles ce qu'il fallait voir ou pas voir. Donc Positif avait été vraiment ce qu'on appelle une revue de gauche. Je veux dire, il n'y a vraiment qu'à France Culture, j'entendais récemment un témoignage d'André Labarthe qui disait oui, tout ça, c'est des histoires de Benayoun, gauche-droite, ça n'existe pas, les revues, il n'y avait pas de différence. Si, il y avait des différences évidentes, écrasantes, que tout le monde constate. Bon, on peut nous raconter ce qu'on veut aujourd'hui, parce que beaucoup de gens qui ont vécu cette époque n'existent pas, mais bon, ceux qui l'ont vécu ont dû sursauter. Donc il y avait vraiment des clivages, et les clivages c'était... Bon, mais en même temps, même à cette époque, où il y avait des clivages très grands, Roger Tailleur discutait avec Truffaut, ils aimaient, et tous les gens positifs aimaient par exemple En quatrième vitesse de Robert Aldrich, ou les films de Frank Tashlin, ou des tas de choses en commun, ou de Richard Brooks, etc. Bon, et voilà, et donc ça a été tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des points de rencontre, des cinéastes qu'on aime, et puis aussi des points de désaccord majeurs. Donc voilà, c'est ça, si vous voulez, pour résumer. Alors Jean-Jacques, Bernard lève le doigt, ça tombe bien, parce que je vais te donner la parole, toi qui viens d'ailleurs. Sur le bénévolat, vous dites que vous êtes bénévole, c'est bien sûr tout à votre honneur, que vous écrivez d'une manière amoureuse du cinéma depuis si longtemps, et si bien, mais ne laissons pas croire non plus quand même que ce n'est que bénévolat, car vous êtes des professionnels presque du bénévolat, si je veux dire. Vous êtes dans tous les festivals, vous êtes dans différents médias, des choses se recoupent, etc. Vous êtes prof de cinéma. J'aimerais bien savoir quelle est la part de profs dans votre équipe qui sont précisément des profs de cinéma dans l'université. Donc c'est le métier principal. Oui. Bon, moitié. Moitié, entre moitié et 2 tiers. Oh non, pas 2 tiers, je crois pas. Mais ça a quand même évolué au fil des années, parce que maintenant il y en a aussi beaucoup qui sont critiques en même temps. Dans d'autres critiques payées, dans d'autres... Olivier, Michel, moi... Olivier De Bruyne, qui est à vos points. D'autres aussi. Quant au bénévolat, il faudrait pas quand même laisser croire qu'on a vocation à être bénévole. Oui, c'est ça. C'est pas un goût, c'est pas ici une provocation de dire nous on est des bénévoles et c'est ça qu'il faut faire. Je parlais de la propriété du titre. L'idée c'est qu'on est bénévole pour le moment et parce qu'on tient à notre indépendance. Bon, maintenant l'idée c'est que quand il y a des bénéfices, il se trouve qu'il n'y en a pas. Mais quand il y en aura, on se les partagera. Et on est toujours sur ce créneau-là. On n'est pas des esprits supérieurs qui nous disent « Moi, de toute façon, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je suis prof, je suis ci, je suis ça. » Bon, c'est sûr qu'on se doute, quand on écrit un article pour Positif, qu'au final, on ne sera pas payé. Parce que ce ne sera pas encore cette année-là que la revue va débloquer les bénéfices. Mais pour des raisons très simples. C'est que dès l'instant qu'on n'est pas sous ce diktat de l'argent, on met ce qu'on veut en couverture. Parce que si on met en couverture, je ne sais pas, l'année dernière, on met un film iranien comme Le Cercle, qu'on trouve tous merveilleux,
mais qui évidemment n'a pas eu un retentissement en termes publics énorme. Bon, le problème, c'est que si on sait bien comment les couvertures peuvent faire vendre, on le voit bien nous-mêmes. Le mois où on a mis Pulp Fiction en couverture, on a plus vendu que le mois où on a mis Le Cercle. C'est quand même quelque chose de clair. Mais c'est vraiment des choses dont vous ne parlez pas. L'idée que telle couverture serait plus Ah non, ah ben non, mais pour cette raison-là, parce que quand on met la Cité des douleurs de Lucia Ossienne, qui est sortie par Cyclope Film, la compagnie, la maison de distribution de jeunes cinéma, et qu'on est sûrement la seule revue au monde à avoir, enfin, revue dans les kiosques, je veux dire. Quand on met ce film en couverture, on sait que ça ne va pas faire vendre des masses, puisque le film a dû avoir 6 000 spectateurs. Donc quand on tire à 12 000, déjà, il y a moins de couverture que... Il y a moins de spectateurs que de couverture. Bon, mais non, c'est vrai, mais Jean-Jacques, le problème du bénévolat, c'est vrai d'une part ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on écrit à positif, il y a des bénéfices annexes, comme on dit. C'est vrai que les gens se font un nom, ils écrivent des livres, mais ils ne le font pas par calcul. Moi, quand j'ai commencé à 25 ans à écrire en positif, j'ai jamais pensé qu'un jour, l'Express me demanderait de faire un grand entretien avec Kubrick, ou que Jean-François-Régis Bastide m'appellerait pour parler au Masque et la Plume. Tout ça, c'est fait parce qu'ils lisaient positif, et puis ils ont remarqué ma signature, ils ont remarqué les trucs. Bon, donc les choses se font, et que j'écrive 12 livres, bon, et que les éditeurs, et tous les jeunes collaborateurs de positif, au bout de 2, 3, 4 ans, ils commencent à... Stéphane Boudet, qui est là depuis 6-7 ans, on lui a confié ses 2 anthologies, il vient de publier un livre au Cahier du cinéma, les pauvres, il manque de plumes, donc il a publié un livre au Cahier du cinéma sur Jacques Tati, bon, Playtime, etc. Donc c'est vrai, et puis on va dans les festivals, on reçoit des services de presse, on va aux projections à l'œil et tout ça, donc il y a des tas d'avantages. Mais c'est vrai que je ne veux pas du tout prôner le bénévolat, c'est pas normal, mais c'est vrai aussi que cette revue, si elle avait dû payer les gens, se serait arrêtée au bout de tout de suite. Il y a une anecdote très connue, enfin pas connue dans le milieu, c'est la revue Écran que certains d'entre vous connaissent, qui était née de la scission de cinéma 70 des poussières. Écran qui était une bonne revue. Henri Moret, Jacques Zimmer, Claude Belly, etc. Bon, un jour, il y a eu une réunion dramatique. Ils ont dit, écoutez, on n'arrive pas, les ventes ne sont pas suffisantes, la publicité ne vient pas. C'était déjà le début de la crise des revues sérieuses de cinéma. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? Faisons comme positif, arrêtons pendant 1 an les piges. Parce que les piges, c'était à peu près 500 000 francs par an de piges. Arrêtons les piges. Elles étaient payées. On va faire 500 000 francs d'économie. On a un déficit de 250 000, 300 000. Donc on arrête pendant 1 an, on se rend flou et on repart sur des bases. La rédaction, à l'unanimité, a voté non. Il n'en est pas question. C'est contraire aux trucs syndicaux. On ne veut pas continuer sans être payé. Eh ben, la revue est morte. Elle est morte en 3 mois, c'était fini. Bon. Donc c'est un choix. Nous, on préfère que la revue continue. Et c'est vrai que cette revue, c'est la seule revue, ça je le dis avec fierté, mais je le sais parce que je connais vraiment bien le domaine des revues dans le monde entier. Je pense que c'est la seule revue que l'on trouve en kiosque. Je ne parle pas des revues comme Trafic ou des revues universitaires subventionnées, etc. Je parle des revues mensuelles en kiosque. Je pense que c'est la seule revue en kiosque qui fait un numéro avec 28 pages sur Jean Grémillon. Je pense qu'il n'y a aucune revue aujourd'hui qui fasse 28 pages sur Jean Grémillon ou qui fasse 28 pages sur le remake ou qui fasse 28 pages sur, je ne sais pas, enfin peu importe. Même Joseph von Sternberg. Oui, sur Sternberg, comme ce mois-ci. Il y a William Dieterle, ou là 25 pages sur Sternberg. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'existe pas. Donc c'est un peu le privilège de ne pas être payé, c'est que ça nous permet de faire ces choses-là. Si on commençait à être dans le domaine de la rentabilité, gagner de l'argent, il faudrait mettre en couverture Spider-Man. C'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Non mais c'est vrai, c'est évident. Et supprimer Sternberg, bon. Et c'est vrai que d'être propriétaire du titre, c'est également... Spider-Man vous ferait vraiment... Non mais à part ça. D'être propriétaire du titre, c'est également une chose très importante. Il s'est passé un grave problème à Positif en 88, je crois. C'est que nous avions un éditeur qui s'appelait Opta, nous lui avions écrit plusieurs lettres pour lui demander de faire des anthologies, et il n'a jamais répondu à ces lettres. Et il était propriétaire de Positif, propriétaire du titre. Hein, nous n'étions, depuis le début, après que Bernard ait laissé à Losfeld, cette revue se repassait d'éditeur en éditeur sans que nous ayons la moindre mot à dire. Or, l'éditeur Opta n'attendait qu'une occasion. On a confié à Rivage, aux éditeurs Rivage, 4 volumes d'anthologie auxquels cet éditeur n'avait jamais prêté attention et ne voulait pas nous répondre.
même par lettre recommandée, il ne répondait pas. Donc, dans le contrat évidemment d'éditeur, tous les textes devaient lui être soumis pour publication si on voulait faire une anthologie, et c'est uniquement s'il y avait un refus de lui qu'on pouvait aller ailleurs. On n'avait pas cette lettre de lui, donc nous avons fait un volume Tarkovsky, Fellini, Kubrick, Huston, d'anthologies de textes déjà publiés, un peu sur le modèle des folios, et notre éditeur de l'époque, Opta, s'est saisi de l'occasion et nous a traîné en justice pour dire qu'il y avait rupture de contrat, donc pour que l'équipe que nous formions soit dissoute, et que lui, ce dont il rêvait depuis longtemps, il continue positif avec d'autres rédacteurs. Nous étions dans une position extrêmement grave, parce que ça contrevenait à toutes les lois de la justice en matière d'édition. Nous étions dans notre tort à 100%. Et nous avons battu le rappel de tous les cinéastes du monde entier. Et on a eu le soutien de Godard, de Fellini, de Bergman, de Kubrick, de Woody Allen, même des gens comme Kubrick ou Woody Allen qui ne signent jamais rien, ils ont tous signé, tous les grands, Antonioni, Wenders, tous. Et on a, devant le tribunal, ils ont tous signé un texte disant c'est une revue mondialement respectée, qui n'existe que par ses rédacteurs et par la tradition qu'ils représentent, etc. Et nous demandons, et le juge nous a donné raison. Bon. Et à partir de cela, l'éditeur, ça ne l'intéressait plus, et nous lui avons racheté le titre. Et en lui rachetant le titre, on devenait propriétaire de ce titre. Et quand nous avons eu ensuite un conflit, quelques années plus tard, avec POL, qui était un formidable éditeur, qui nous a beaucoup développé, qui a fait beaucoup de choses pour positif, qui a perdu beaucoup d'argent au départ, et qui ensuite a commencé à en gagner, il nous a dit, maintenant je voudrais que vous me donniez la licence du titre, 51% des parts, la licence du titre pendant 20 ans, et je vais développer positif, elle se vendra beaucoup mieux, mais je veux que devenir, disons, propriétaire, majoritaire dans votre société. Et on a refusé. On a refusé. Il a dit, j'ai un plan publicitaire formidable, on va vendre beaucoup plus, vous ferez un guide télé à la fin, etc. On va développer cette revue, mais je veux, pour pouvoir développer, avoir des assurances, donc être propriétaire à 51% du titre, et d'avoir la licence de 51% de la société des rédacteurs, enfin de Positive Édition, et d'avoir la licence du titre pendant 20 ans. On a refusé, avec toute l'estime que nous avions pour POL, et tout le respect, et toute la dette que nous avions à son égard. Vous le regrettez aujourd'hui? Non, certainement pas. Pas du tout. Certainement pas, on serait comme ça. On n'a pas regretté parce que le Monde a été racheté par les cahiers et le Monde n'est plus maître. Les cahiers ont été rachetés par le Monde et le Monde édite les cahiers. Bon. Et la propriétaire des cahiers, c'est le Monde, c'est-à-dire c'est eux qui décident des orientations. Et donc nous avons défendu cette indépendance. Décision qui n'est pas prise, et comme les retraités en du temps, la lecture du dernier conseil d'administration, enfin un rapport du bilan de la société d'édition du Monde, qui comprend les cahiers du cinéma, montrait que même la dépêche du midi, on en parlait, ça va mieux, mais les cahiers sont sautés. C'est-à-dire qu'ils ne le mentionnent pas dans leur rapport de bilan. Ce qui est grave, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de décision sur le déficit de sa portée de revue. Donc, mais Jean-Jacques, il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret. Moi, enfin, je regrette parce que, mais enfin, avec Jean-Michel Place, on a un éditeur également. Ce qui est amusant aussi de voir, c'est que les éditeurs importants de Positif, c'est-à-dire Eric Losfeld, Jean-Michel Place, aujourd'hui POL, entre les deux, c'est même des éditeurs de littérature, des connaisseurs de littérature. C'est aussi pas pour rien, il y a une curieuse continuité là. De toute façon, nous n'avions pas le choix. Et on a préféré, parce que POL, évidemment, allait nous payer, c'était un accord, il nous payait, il faisait de la publicité dans les kiosques, il développait considérablement la revue, il investissait, puisqu'il avait fait 400 000 francs de bénéfices dans l'année, il investissait dans cette revue, mais en échange, il nous demandait d'abandonner la propriété du titre, ou en tout cas pendant 20 ans. Ce qui en plus aurait posé le problème du pouvoir à la C'était clair qu'on perdait le contrôle du sommaire. bien sûr, Oui, Ça, bien sûr, si c'est pas... Donc on l'a refusé, bon voilà. C'est pas pour rien qu'ils voulaient la majorité, c'est pas pour ne pas s'en servir. Alors toi, Jean-Jacques, si je peux me permettre de t'interroger, tu es venu en ami, mais toi qui fais aussi métier de critique, quel regard tu portes justement sur Positif? Est-ce qu'à un moment tu fus tenté dans ta jeunesse, comme Philippe ou Michel, d'intégrer la revue, celle-là ou une autre d'ailleurs en mensuel, puisque tu es plutôt sur... Parce que moi je suis un journaliste, je suis rien qu'un journaliste, je m'intéresse aux fêtes et à la chronique des fêtes. Je suis pas tellement un critique, même si j'en ai fait un peu. Quand j'étais plus jeune, j'achetais Positif tout le temps, je lisais Benayoun
l'animation. Sur l'animation, parce que tu étais un grand fan de l'animation. Et- On se voyait à Annecy. Bien sûr. Et je lisais aussi les cahiers parce qu'il y avait un disque souple de Jerry Lewis dans un des numéros spéciaux des cahiers. Et forcément, les deux choses se retrouvaient, puis quand on est cinéphile. C'est vrai que quand on a envie d'être journaliste, on va là où on est payé. Voilà. Moi, j'ai travaillé plutôt dans des magazines de cinéma qui n'ont rien à voir, effectivement, comme la Fabienne Michel avec les revues, où on est contingenté effectivement par le marché, et là, on couvre importe beaucoup. On a premier, par exemple, nos années fait sa coupe ce mois-ci avec Spider-Man. Les cahiers aussi, d'ailleurs. Et les cahiers aussi. D'ailleurs, ne regardez pas. Et Ciné Live aussi. Oui, oui. Il manque pas. Bon, il y a une ironie des choses aussi, mais ça portait trop. Moi, je crois qu'à l'offre, je ne crois pas beaucoup à l'analyse de la demande. Ce qui est formidable, on a évoqué ça, et ça c'est bien que vous en parliez, c'est la qualité d'écriture de la revue Positif. Parce que c'est pas pour rien effectivement, que les éditeurs s'intéressent à ça. Probablement, ils ont une arrière-pensée d'édition derrière, de collection, de choses comme ça, ou que certains d'entre vous puissent demain faire des livres, etc. Mais aussi parce que simplement, il y a la preuve chaque mois que les gens savent écrire. Et que le journaliste, le magazine, ne permet pas d'écrire bien. Il y a quand même quelque chose de la poétique. D'ailleurs, le volume folio et plus encore presque le René, parce que René fait une œuvre qui suscite des exégèses et qui suscite un terme d'écriture, mais même ça, le texte de Benayoun en question contre la nouvelle vague, dont il n'y a que des extraits, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça c'est un volume, on pourrait dire, ah ben c'est bien, c'est un livre, donc le texte est en entier, non c'est le contraire, c'est dans la revue que le texte qui fait 25 pages est complet et il n'est qu'en extrait, mais en effet tu as raison, parce que ça compte pour ceux qui, souvent en province, en plus, s'intéressent au cinéma par la lecture, par le commentaire. Donc c'est un peu absurde d'écrire sur le cinéma, au fond. Le cinéma, il a le droit. Écrire sur le cinéma, c'est un acte terriblement volontaire, presque orgueilleux, poétique, littéralement. Et c'est pas un hasard si, à la fondation de ça, il y avait des surréalistes. C'est jeter l'encrier sur l'écran, oui, il y a un peu de ça. Ça, c'est formidable que cela existe et que cela se perpétue et qu'il y ait aujourd'hui des jeunes et des plus jeunes encore, peut-être, dans cette revue. Oui, il est très vieux, à côté des... C'est fini, oui. Désormais, tu es un baron. Tu es un baron. Alors oui, parce qu'on approche de la dernière partie, en tout cas, de cette rencontre. Je voulais demander à vous, mademoiselle, donc, qui avait consacré son mémoire de maîtrise, puis son DEA de sociologie, et sans doute peut-être la thèse, je ne sais pas, à la revue. Quelle en a été votre approche et pourquoi vous vous êtes intéressé à... À l'origine, c'est sur une erreur d'appréciation qui a souvent été faite à Positif, de dire que Positif était une revue surréaliste, puisque je me suis intéressée à Positif par le biais de mon professeur qui a dirigé ses mémoires, et qui travaille sur le surréalisme. À Grenoble, c'est ça, à la fac à Grenoble, vous êtes... À la fac à Lyon, ouais. À Lyon, à Lyon. Ouais. Et en fait, effectivement, Positif a accueilli pendant longtemps des membres du groupe surréaliste ou ex-membres du groupe, mais ce n'était pas une revue surréaliste. Donc c'est au départ par ça que je me suis intéressée à la revue. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur la revue, alors je vais éviter les termes un peu jargonneux, mais sur le plan sociologique, c'est dans la théorie de Pierre Bourdieu, une théorie un peu de champ, c'est-à-dire qui essaye de voir à l'intérieur d'un champ, et c'est l'édition du cinéma, les différentes positions. D'essayer d'analyser les différents acteurs de la critique en fonction de leur position entre eux. Et donc, ça a été intéressant, notamment pour ça, d'étudier les relations entre Positif et les cahiers du cinéma, ce qui permet de comprendre que les différences de choix entre les deux revues n'étaient pas seulement liées, toujours, disons, à des goûts à l'origine, mais aussi à leur relation entre elles. Je pense par exemple à l'exemple d'Hitchcock, qui a été au départ refusé par Positif, qui était défendu du cinéma et qu'on n'aimait pas du tout Positif. J'ai le sentiment que ce n'est pas seulement par rapport au cinéaste lui-même, mais par rapport à l'appropriation par les du cinéma de ce cinéaste et par la façon dont on en faisait la critique. C'est-à-dire une façon très spiritualiste que refusait Positif, contre laquelle Positif s'est construite en grande partie.
faire, C'est bien d'une étudiante bourdivine. Ah bon, dans Hitchcock. On dit bourdivine pour Bourdieu, non? Quand on est partisan de Bourdieu, c'est bourdivine. Bah, oui, c'est On dit bourdivine. pour Dieu ça en général. Ah, mais bourdivine, Dieu c'est divin. L'adjectif de Dieu c'est divin. C'est bourdivine. Et vous avez repéré les bourdes divines de positif. Ce qui explique certaines options. Oui, parce que ça, bizarres, c'est lui, c'est eux. ça, certains le refus oui, d'Hitchcock. oui, oui. Et des articles qui paraissent aujourd'hui aussi pataphysiques, dirons-nous, que ceux qui trouvaient qu'étaient des réalisateurs trop admirés, je ne sais plus, Mankiewicz, Oui, non, ça, c'est Preminger, qui étaient effectivement des articles qui ne visaient pas les réalisateurs, mais la façon dont on en parlait ailleurs. Mais si vous continuez, je crois que vous continuez vos travaux sur Positif, il y a une chose très intéressante. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense aussi que c'est lié à l'irrégularité de la revue dans ces premières années dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est que les cahiers, enfin, moi, c'est mon interprétation, hein, je n'ai pas de... Mais peut-être que Bernard, enfin, il n'était pas à Paris à ce moment-là, mais voilà comment ça... Moi, je crois que ça se passait. C'est-à-dire qu'il y avait bien entendu l'interprétation spiritualiste, où on pouvait voir partout des miracles, des confessions, des aveux, etc. Bon, à travers Rossellini, Hitchcock, tous les cinéastes chrétiens ou spiritualistes. Bon. Ça agacait profondément les Positifs. Mais ce qui se passe, c'est que Positif est une revue qui paraissait 3 ou 4 fois par an. Les cahiers, ils avaient pignon sur rue, ils avaient les éditions de l'Étoile, ils avaient leur bureau aux Champs-Élysées, ils paraissaient tous les mois, ils allaient à toutes les projections privées, et ils arrivaient évidemment toujours avant Positif. C'est-à-dire que Positif était en train de boucler son prochain numéro quand les cahiers avaient déjà en couverture la grâce chez Hitchcock, l'analyse du thème de la croix dans I Confess, etc. Bon, ça les exaspérait au plus haut point. Alors évidemment, ils arrivaient après et ça multipliait leur hostilité à Hitchcock. Il y avait le spiritualisme et les retards de fabrication. Bon. Et ce qui est très amusant, c'est que l'inverse s'est produit dans le rapport Positif-Cahiers au début des années 70. Au début des années 70, totalement sous l'emprise des bataillons féminins rouges et du marxisme-léninisme et de Pot-Pol et de toutes les grandes révolutions qui se passaient en Asie extrême, les cahiers paraissaient 4 fois par an, il n'y avait plus d'illustrations, pratiquement il y avait seulement Straub et Godard qui avaient droit à des articles, ou quelquefois un film chinois, enfin, c'était vraiment le désert, et Positif découvrait Terrence Malick, Martin Scorsese, Robert Altman, etc., faisait sa couverture, paraissait tous les mois, et imposait tous ces jeunes cinéastes, De Palma, enfin toute la révolution, Schatzberg, Pollack, toute la grande révolution du cinéma américain du début des années 70, à l'époque de la guerre du Vietnam, ce qui était évidemment considéré par certains comme absolument horrible, comme si René, Godard, etc. n'avaient pas été célébrés au moment de la guerre d'Algérie. Bon, donc ils sont arrivés au moment de la guerre d'Algérie, ça ne gênait personne de dire du bien de toute la nouvelle vague et de tous les grands cinéastes français, Agnès Varda, Jacques Demy, ils ont été célébrés alors que les Français tuaient des Algériens dans le Djebel. Bon. Mais d'un seul coup, par contre, on n'avait plus le droit d'aimer le cinéma américain parce qu'ils mettaient du napalm au Vietnam. Bon. Et en plus, on paraissait 3 fois par an. Les cahiers paraissaient 3 fois par an. Donc, c'est exactement le rapport inversé. Et du coup, ils ont commencé à parler de... Comme Positif a commencé à aimer Hitchcock après 15 ans, les cahiers ont commencé à s'intéresser à Coppola avec Apocalypse Now. Il n'y a pas une ligne sur Coppola qui a été publiée dans les cahiers jusqu'en 79. Pas une ligne. Alors Positif a déjà fait 3 ou 4 couvertures. Ils ont commencé à découvrir Scorsese avec Taxi Driver en 76. Et c'était un peu l'apanage de Positif. Et donc, ils étaient très remontés contre ces cinéastes. Ils ont même continué à l'être sur Altman et sur d'autres. Bon. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'était exactement le même type de phénomène. C'est du grain à moudre pour votre thèse. Oui, Jean-Jacques. Oui, il y a une chose aussi qui est intéressante. Vous le savez bien sûr mieux que nous, vous pouvez peut-être le dire. Combien d'entre vous, est-ce que beaucoup d'entre vous, dans toute l'histoire de ce journal, sont devenus cinéastes eux-mêmes? Parce que les cahiers du cinéma, on le sait, ça a beaucoup servi de promontoire à des exploits personnels de devenir cinéaste. En fait, une revue à laquelle j'ai participé au premier numéro, c'était Cinématographe. C'était plutôt une bonne revue. Très bonne revue. La totalité des gars et filles qui avaient fait Cinématographe sont devenus des professionnels du cinéma. Fieschi devenu scénariste, Philippe Leguet, producteur, Denis Offroy est devenu patron du Sofica, il était le patron financier du journal, par hasard, les destins s'escaladent même dans le même genre. Chez vous, c'est pas tout à fait le cas. On a l'impression que vous êtes des écrivains de cinéastes ou de cinéma
qu'il est resté avec une espèce de mission, de volonté de continuer d'écrire sur le cinéma. La meilleure preuve, c'est que même ceux d'entre nous qui, entre-temps, sont critiques, Michel n'a pas arrêté d'écrire à Positif quand l'Express, la radio lui a demandé. Moi, c'est pareil, Olivier De Bruyne. Même Olivier De Bruyne, le cas d'Olivier De Bruyne est très intéressant parce qu'il a quitté la revue un moment, sentant qu'il n'avait plus le temps, qu'il était peut-être plus en accord. Et 2 années après, il est revenu en disant non, c'est vraiment là où je suis bien, je gagne tout à fait bien ma vie, je veux dire, pour tout ce qui est des festivals, des projections de presse, de tous les avantages dont on pouvait parler, j'ai tout ça, mais j'ai besoin, pour mon mental, de continuer Positif. Et c'est vrai que à Positif, on a produit quelques écrivains, on en a cité tout à l'heure, et il y a aussi quelques-uns qui travaillent dans la production, comme par exemple Hubert Niogré, producteur, mais il continue à écrire dans Positif, avec évidemment, parce que chez nous il y a quand même l'idée de déontologie, il n'écrit pas une ligne sur le cinéma français. Parce qu'évidemment, comme il est producteur en France, ça pourrait effectivement interférer, aussi bien dire du bien pour servir ses intérêts financiers que dire du mal, etc. Donc il écrit sur les cinéastes étrangers, et comme ça, bon, il a largement matière. Mais on pourrait dire que ce garçon-là, il fait de la production, mais non, il y a cet attachement à vouloir rester à Positif parce qu'il y a ce goût de confronter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette démarche un peu folle de rendre compte d'une expérience non verbale, pour citer Kubrick. Le cinéma comme expérience non verbale, et nous, on a le verbe pour essayer de l'exprimer. Donc, évidemment, ça amène à se frotter à l'écriture dans toutes ces manifestations. C'est pour ça qu'il y a des poètes. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'Emmanuel Carrère et tout. Par exemple, Gérard Legrand était un poète qui a régulièrement publié des recueils de poésie. À leur manière, les gens de l'Oulipo de la pataphysique sont aussi évidemment des poètes aimant beaucoup le goût de l'écriture. Cet héritage-là existe toujours très fort à Positif avec un garçon comme Éric de Robert, qui va faire telle critique sur un film avec Van Damme, il va le faire en alexandrin. Peter Kral, bien sûr. Mais d'ailleurs, Philippe, et pour rebondir sur ça, c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait beaucoup plu quand j'avais commencé à travailler sur la revue, c'est que l'origine, c'est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est l'idée de l'écriture. Eux venaient de Cagnes et du milieu littéraire, et vous avez écrit sur le cinéma comme vous auriez écrit sur Stendhal ou sur Flaubert, et ça se voit d'ailleurs dans la correspondance que tu as publiée, qui s'appelle Positive Liaison. Lisez ça, c'est assez drôle, parce que ça, là, pour le coup, c'est un espèce de voyage sociologique dans ce qu'était la jeunesse des années 50, parce que vous avez une manière de vous écrire. Maintenant, on sait que grâce à Internet, les gens s'écrivent à nouveau quand c'est pas par des signes cabalistiques étranges auxquels il faut être codé, mais à l'époque, c'est vrai que vous aviez une manière de vous écrire qui dépassait le cinéma, c'est-à-dire que c'était la plume, quoi. Mais il y a eu tout de même, les gens de Positif ont tâté toi, le tu es cinéma. prof de littérature. Oui, Charder a fait des films, tout à fait sur les canures. Ben oui. Non, mais Giroud a fait la chevelure. Benayoun fait des longs mais en même temps, métrages. c'est vrai. Non, mais je crois qu'on ne peut pas comparer du tout. Non, mais je crois qu'on ne peut pas comparer, à moins vraiment de sombrer dans le ridicule. On ne peut pas comparer l'apport cinématographique de Positif avec l'apport des Cahiers, mais d'un autre côté, du point de vue... L'apport des Cahiers qui se situe à une génération. Oui, du point de vue de l'histoire du cinéma, les Cahiers ont contribué considérablement par les films, mais par contre, je pense que cet héritage noble du point de vue du cinéma devient un handicap majeur du point de vue de la critique, parce que quand il faut automatiquement faire la louange de tous les anciens rédacteurs des Cahiers qui sont devenus cinéastes, ça encombre tellement les pages de la revue que du coup, il faut canarder ceux qui n'ont pas été au Cahier. C'est ce que je disais un jour au Basque et la Plume, quand ils attaquaient le film de Chen Kaige et le film de Jane Campion, qui avait la Palme d'Or. Je disais, mais c'est vrai, malheureusement, ils ne sont pas passés par les Cahiers du cinéma, parce que si Chen Kaige et Jane Campion avaient écrit quelques articles dans les Cahiers, ils auraient été beaucoup mieux accueillis que si, comme certains noms que je ne veux pas mentionner, qui ont droit presque automatiquement à une très bonne critique parce qu'ils ont été rédacteurs il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et ça, je crois que c'est assez limite. Ça limite tout de même la liberté d'une revue, d'être obligé de défendre, sans doute avec sincérité, parce que je pense que c'est des amis qui ont fait des films et donc on aime les aimer et puis on finit par les trouver très bons. Mais,
au-delà de la critique, moi ce que je trouve, ça m'a frappé quand j'ai lu, il y a eu plusieurs pages sur le cycle John Ford sur FR3, enfin, Patrick Brion. au mois de décembre, voilà. Cinéma de minuit. Voilà, et ben moi je me suis dit que j'espère que vous allez recommencer ça. Parce que c'est pas uniquement la critique, ça permet, on a aimé des films et on peut à nouveau rêver autour à partir de l'écriture. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas la critique uniquement, c'est comment faire des liens, comment retrouver les choses, comment fixer dans la mémoire, parce que ça passe le cinéma et que c'est écrit. C'est-à-dire que moi j'aime bien, je reviens, je vois les dates, c'est classé par année, je peux revenir. Mais c'est pour fixer et pour rêver, c'est pas la critique. Enfin, il y a la critique, bien sûr, qui compte, mais il n'y a pas que ça. Ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, oui. c'est-à-dire que quand on doit faire Six feuillets, etc., on n'est pas dans la critique de il faut aimer ci, il faut aimer ça, Non. on est dans l'analyse. Et une analyse On est dans vivre dès avec. l'instant qu'elle n'est pas jargonisante, elle est, pour nous aussi, en fait, on rêve les films en écrivant dessus. C'est-à-dire que il n'y a rien que je déteste si je dois voir un film et écrire dessus le lendemain où j'ai 3 jours pour rendre mon texte à positif. Ça arrive malheureusement, mais dans la mesure du possible, ce que j'aime, c'est pouvoir voir le film et avoir une semaine pour... il est là, il habite en moi, etc. Alors, grand luxe si je peux le revoir une deuxième fois, mais sinon, je vais cultiver ce sentiment que j'ai du film et puis me mettre à écrire et retrouver le film et pour faire partager ça aux lecteurs. Et c'est pas pour rien si on appelle l'amour du cinéma, la passion du cinéma, ça peut être aussi le rêve du cinéma. Et pour nous, c'est pour ça que les films du passé existent. Mais on ne les approche pas avec un point de vue sec de l'historien, on les voit, c'est comment on voit aujourd'hui ce cycle de Ford qui est à la Cinémathèque, qui est chez Patrick Brion. Et l'idée, c'est que des gens qui seraient strictement dans le commerce pourraient nous dire, mais écoutez, votre démarche est complètement imbécile, parce que cet article sur les films de Brion, il fallait le faire le mois où ça passait, parce que pour le lecteur, ça aurait été intéressant de lui dire, voilà, il y a ces films qui passent. Or, nous, non, on n'est pas dans le commerce, et on les a vus, ça nous a plu, et certainement, plusieurs d'entre vous les ont vus aussi, donc on va partager là-dessus. Et évidemment, ça ne fait pas faire de la réclame à Brion, et ça ne fait pas vendre la revue comme un programme de télé. Mais c'est pas grave, c'est pas ça notre but. Et là encore, l'indépendance financière, elle est nécessaire pour pouvoir faire des choses comme ça. Parce que c'est évident que si chaque vente comptait, et aussi via la publicité, parce qu'on a très peu de publicité pour les mêmes raisons. Mais si on était lié à ce cycle-là, c'est évident que notre éditeur nous dirait, bon, bah, dites donc les cocos, vos 5 films de Ford, dont quelques muets, vous les gardez de côté, et puis on verra bien s'il y a une rétrospective de Ford qui traverse la France, on pourra peut-être ressortir l'article à ce moment-là, mais là on va faire autre chose. Oui, mais je pense que, Philippe, il y a aussi une ruse de l'histoire, ou une ironie de l'histoire, c'est que quand on faisait dans les années 70, et c'est pour ça que je pense c'est une revue qui a de l'avenir et qui d'ailleurs se vend de plus en plus, en restant elle-même, c'est que quand on faisait par exemple dans les années 70 des numéros qui je crois sont restés des numéros de référence même à l'étranger, sur Frank Capra ou sur King Vidor, c'était des numéros de 80 pages, il n'y avait pratiquement rien sur Frank Capra, même sur King Vidor. Bon, c'était effectivement d'une certaine façon assez élitiste, parce que c'était des films que les gens ne pouvaient pas voir. Mais nous on les avait vus à la Cinémathèque, mais les gens qui habitaient Bergerac ou qui habitaient Beauvais, ils ne pouvaient pas les voir. Bon. Mais en même temps, on pensait que c'est le rôle d'une revue de faire une étude historique, analytique de Capra ou de King Vidor. Aujourd'hui, ce qui était à l'époque hyper élitiste est devenu au contraire totalement accessible. C'est-à-dire que grâce au DVD, le passé du cinéma... Moi, quand j'ai commencé dans la critique de cinéma, je connaissais des gens des Cahiers qui avaient 5 ans de moins que moi, qui n'avaient jamais vu la règle du jeu parce que les copies avaient disparu de la circulation. Et il n'y avait aucun autre moyen de voir un film que de le voir sur un écran. Aujourd'hui, on peut faire un dossier William Wyler ou on peut faire un dossier Sternberg et les gens peuvent acheter des cassettes de l'Ange Bleu, de l'Impératrice Rouge, etc. et voir ces films dont on leur parle. C'est-à-dire Positive est une revue aujourd'hui beaucoup plus lisible au sens littéral du mot, lisible parce que le référent existe sous les supports du disque laser, du DVD, de la cassette, des chaînes câblées qui n'arrêtent pas de passer des films. Quand on sort un dossier William Wyler, en même temps, il y a, ou William Dieterle, par exemple, c'est pas seulement à la Cinémathèque en ce moment, il y a une chaîne qui passe, TCM, qui passe, je ne sais pas combien de films de Dieterle. Donc, tous les soirs. Donc on peut lire les articles de Positive et en même temps regarder les films. Donc je crois qu'il y a un grand avenir pour en étant hyper spécialisé, en fait on ne l'est plus du tout. C'est une chose qui est arrivée à la musique. La musique était un domaine réservé aux gens qui
lisait les partitions, vous Voilà. pouvez aller à l'opéra en Angleterre, en Allemagne, en France, puis un jour il y a le disque. Et absolument tout a changé. Et effectivement, peut-être que mettre Spider-Man ou consacrer de la place à Spider-Man, c'est pas ce que les gens attendent d'une revue comme ça. Ils sont peut-être plus heureux d'avoir 26 pages sur Sternberg que de lire la 72e critique de Spider-Man qui est partout, dans tous les journaux, etc. Je crois qu'on ne lit pas une revue pour lire ce qu'on a déjà lu dans les pages cinéma du Monde, dans les 12 pages cinéma des Arts Occultibles, ou partout, ou dans les magazines, etc. Parce que ça, ils le font très bien. La presse aujourd'hui, Le Monde, Libé, etc., ils ont des professionnels, ils font des entretiens. Je crois que le rôle d'une revue, c'est d'aller plus loin, soit des analyses plus approfondies, soit des entretiens plus longs, soit des dossiers qu'on ne trouve pas ailleurs, etc. Enfin, je pense que c'est nécessaire. Et ce qui était la caractéristique de la revue est devenu, à mon avis, qui était une caractéristique qui freinait peut-être ses ventes, est aujourd'hui un argument commercial, bizarrement. Là, moi, en tant que spectre du commandeur, je trouve même qu'il y a encore trop d'actualité. En même temps, c'est très important qu'on Il dise faut sur le faire, l'avenir. quand même, hein. Enfin, je veux dire, on peut pas être qu'une Non, mais revue les notules, d'histoire. les notules. Bah, les notules, en même temps, si on regarde bien, elles sont pas toutes. C'est faut pas demander que des aux- films faut qu'on demander- condamne. Il faut Mais- demander à la salle. Ah bah ça, c'est intéressant lecteurs, d'avoir là. les lecteurs qui sont, il y en a qui sont là tout de même. On Mais va, pas on tous. va- on va- tout à l'heure, il y a un film, mais on va quand même prendre le temps de faire un break entre la fin de cette rencontre et puis le début de la séance à 20h. Donc, c'est vrai que ça serait bien si vous pouviez prendre la parole, si vous le souhaitez, si vous avez des choses à dire. Mais Madame, moi, je pense ça que veut- il c'est va beaucoup important parler, quand mais même après- qu'il y ait des notes sur les films qui passent. Hein. Parce que bon, moi ça va, j'ai mon quotidien. Mais bon, mais quelquefois je passe quand même des trucs. Donc c'est quand même important. Même quand j'étais voir un film, j'aime bien revoir. Ah, même s'il y a ça dans les cahiers du cinéma, c'était bien. Il y avait tous les films passés en revue, enfin encore peut-être maintenant. Et moi j'aime bien, là un peu aussi, il n'y en a pas assez, ils ne sont pas tous. J'aime bien quand même qu'il y ait un tiers, mais il n'y a pas beaucoup, hein, une demi-colonne. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup, mais qu'on trouve quelques points de repère qu'on puisse ensuite retrouver. Oui, il y a à peu près 20 à 25 notules par numéro. donc C'est déjà pas mal. C'est pas tous les films. C'est pas la tous les moitié- films, oui, c'est la dans moitié les à peu cahiers. près. C'est la grande différence avec les cahiers, ça. mademoiselle. Oui, par rapport aux notules, pour avoir consulté la période sur laquelle la revue a été publiée, ce qui était un petit peu regrettable dans ces notules, justement, et à la Z, c'est la perte de l'esprit humoristique, très pinçant, qui avait avant, qui faisait que justement l'intérêt des notules, de ces types de notules, puisqu'on n'a pas le temps, en une colonne, de faire vraiment une analyse du film. Et ce qui était intéressant, ce qui était agréable à lire aussi, c'était effectivement le côté humoristique des notules. Oui, mais en même temps, si c'est juste un trait d'humour, après on trouve que ça sert à rien. Donc cet esprit-là se maintient sous la plume de certains auteurs. Quand je vous parlais tout à l'heure d'Éric de Robert, c'est l'exemple type. Yannick Dahan fait ça aussi parfois. Ou Tirard. Ça dépend de la personne. Font de l'humour. C'est moins drôle qu'avant. Mais c'est moins drôle qu'avant. Mais le problème, c'est que si on avait, comme disent de A à Z, je suis une nymphomane, bouleversante révélation, après, on se fait plaisir, c'est amusant, mais il ne reste rien du film. L'idée, quand même, on se force aujourd'hui, il y a quand même un mot d'ordre à la rédaction, qui est de dire, si on parle d'un film, même si on fait 15 lignes, il faut quand même, en 2-3 lignes, dire de quoi ça parle, etc. Il ne suffit pas de dire, c'est nul, machin, ou ironiser, faire des jeux de mots. L'idée, c'est qu'il en reste quand même quelque chose, une trace, parce que peut-être que ce réalisateur fera quelque chose de bien plus tard et on sera content de retrouver de quoi ça parlait. Moi, par exemple, ça m'intéresse de retrouver dans Positif, il y a 5 ans, un premier film dont je vais voir un deuxième maintenant, dans ce qu'il a fait. Et si j'ai uniquement un mot d'esprit de l'une, il fait je ne sais même pas de quoi ça parle, qui joue dedans, etc. Mais vous avez raison, mais on ne peut pas tout avoir, c'est des choix. C'est vrai que le truc cinglant, le plaisir immédiat, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, le référence, l'article de référence, c'était aussi quelque chose. Donc, il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de solution vraiment à ça. Mais... Alors, vous qui êtes globalement des lecteurs de Positif, sauf quelques exceptions, Ils le sont devenus tout à l'heure. ils sont en train de le devenir. Monsieur? Oui, moi j'aurais envie de savoir quelle est la philosophie de Positif en 2002. Vous avez rappelé un peu comment c'est né, le contexte historique. Vous avez dit les générations se succèdent. Il y a eu une époque plus marquée politiquement. Ensuite, vous avez parlé de différentes influences se retrouvant afin de produire quelque chose de créatif et novateur. J'ai envie de dire en 2002, alors que la politique est partout, quelle est votre philosophie? Et est-ce que encore il faut rentrer dans ces querelles de clocher ou pas de clocher qui ont quand même leur raison à chaque fois, c'est la lecture d'un film
par rapport à une grille politique, ni plus ni moins. C'est comme ça que votre collègue du masque et de la plume descend en flèche Tavernier parce qu'à un moment on voit un bus dans son film où on ne voit pas de bus. Je dis mais ça rime à rien. Et après on encense le dernier de Palma en disant que c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Parce que ça serait le dernier réalisateur indépendant de Hollywood. C'est pas des raisons pour faire le film d'un film. La philosophie 2002. Non, mais bon, mais déjà, non, ça c'est pas de la philosophie. Déjà, de ne pas tomber dans ce genre de travers. Je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'on est dans une période cynique, je pense que essayer de garder, si vous voulez, une sorte de regard, si possible, qui ne soit pas entraîné par les modes, qui ne soit pas entraîné, on l'a déjà dit, par le jargon, etc. En même temps, tout ce qu'on a, moi je pense que tout ce qu'on a pu dire et tout ce qui a pu être positif est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, dans le dernier éditorial, je parle de ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, après 68, les cahiers nous attaquent, là, enfin gentiment, parce que c'est un éditorial plutôt gentil, mais avec une pointe, en disant, mais après 68, Positif a continué comme avant. Et Positif était une revue de gauche avant 68, donc 68, évidemment, les cahiers qui étaient une revue de droite, c'est normal qu'ils n'ont pas continué comme avant, parce qu'ils ont été marqués profondément par cet événement. Bon, et à ce moment-là, ils sont devenus Mao. Bon, mais je crois que tout cet enseignement des 50 dernières années reste vivant aujourd'hui. Moi, vous dites la politique est partout, vous avez parfaitement raison, mais la politique a toujours été partout. Ce n'est pas le phénomène aujourd'hui. C'est des gens qui étaient... Il y a des époques où les gens étaient moins politisés qu'à d'autres époques. C'est peut-être qu'on a traversé des périodes de dépolitisation, de désillusion, et qu'aujourd'hui ça revient, peut-être, mais ça a toujours été le cas. La politique a toujours été au cœur et quand Bernard Charder disait qu'on faisait descendre le cinéma dans la rue, c'est-à-dire que le cinéma n'était plus coupé de la vie, non seulement de la vie de la cité, mais qu'il était plus coupé de la vie intellectuelle, de la vie artistique, des autres arts, etc. Moi, je pense que c'est une chose qu'on doit toujours, qui doit toujours être au centre des préoccupations d'une revue. Et puis aussi, je pense, en 2002, peut-être la position polémique, c'est justement, curieusement, comme Breton disait, il faut occulter le surréalisme, peut-être que la position polémique aujourd'hui, c'est de dire, bon, à une époque où on vous dit il faut zapper, il faut faire des critiques en 4 lignes, il faut être le plus rapide possible, il faut ne pas s'éterniser, il ne faut pas ennuyer le lecteur, c'est peut-être de dire, ben, nous allons ennuyer le lecteur, on va faire 26 pages sur Sternberg. Et ce sont des positions politiques. Je parle de politique au sens général du mot. C'est à ça que je veux en venir, comme un large public, enfin moi j'en fais partie, j'achète Positif, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un long entretien en profondeur avec un réalisateur, et il va y avoir un cahier thématique très fourni. Oui. Bon, ça c'est ma première démarche. Après, le reste vient après. Mais quand je disais par exemple le choix, je m'étais un peu emporté, mais le choix de Rosy à La Rochelle, c'est ça, c'est-à-dire de dire voilà, on vous a dit par des gens qui ont été désillusionnés parce qu'ils ont été maoïstes pendant 3-4 ans ou 5 ans, puis après ils se sont rendus compte des horreurs du maoïsme. Alors du coup ils sont désillusionnés parce qu'ils se sont trompés, il faut que tout le monde se soit trompé avec eux. Donc ensuite leur grande bataille c'est contre ce qu'ils appellent la fiction de gauche. C'est-à-dire dès qu'un cinéaste, Tavernier en France, Ken Loach en Angleterre, Rosy en Italie et bien d'autres ailleurs, ils sont soumis à un tir de bazooka parce que parler de la politique dans les films, c'est devenu la grande honte. Par exemple, on fait l'éloge de Guédiguian maintenant parce que enfin, je l'ai lu dans les Arts occultives, Guédiguian abandonne le contexte politique avec son dernier film, Marie-Jo et ses deux amours, qui est enfin un pur mélodrame. Donc enfin, Guédiguian ne nous casse plus les pieds avec ces trucs de... Bon, eh bien, je pense que si on a décidé de montrer Rosy à La Rochelle, c'est pour montrer l'extraordinaire richesse de ce cinéma, l'extraordinaire complexité de ce cinéma qui a été envoyé aux oubliettes par des institutions officielles comme le Centre Pompidou. Donc on veut dire, voilà, regardez ça et ensuite discutons-en. Ça, c'est une intervention. Vous voyez, bon, c'est très compliqué ce que vous demandez comme réponse, mais ça fait partie de la philosophie de la revue en 2002. D'autres interrogations ou commentaires sur la revue, parce qu'ils sont friands, j'imagine, de ça aussi, des gens qui sont rédacteurs d'une revue, c'est difficile d'avoir un écho immédiat de comment cette revue est reçue, est lue, et... Monsieur ? Moi, je trouve qu'il faut
Vous conservez cet état d'esprit d'aller vers des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui touchent aussi le grand public. C'est comme un film policier assez classique, mais en même temps, en donnant des pistes et en travaillant sur Mais ça, c'est notre côté aussi intéressé au cinéma de genre. Thierry très gentiment tout à l'heure me présentait comme quelqu'un qui défendait le cinéma de genre à la revue, mais ça a toujours été une tradition. Et il y avait un écho, je veux dire, numéro 40, avec Mario Bava en couverture, Le Masque du Démon, ça venait de sortir à l'époque. Et on a toujours eu l'amour du cinéma américain. Les comédies italiennes, films d'horreur anglais, anglais, les comédies musicales. Je veux dire, il y a eu énormément de dossiers sur le policier, le fantastique, des choses extrêmement populaires. Et l'idée, c'est pas parce qu'on écrit des articles longs, par exemple, qu'on est élitiste ou qu'on ne s'intéresse qu'à un cinéma élitiste, bien au contraire. Bien au contraire, et l'érotisme. On n'a pas parlé d'érotisme, mais il y avait quand même une revue, il y avait une rubrique qui ne pense qu'à ça. Hein, non, c'était Georges Bernard Shaw. Je ne pense pas qu'à ça, mais lorsqu'il m'arrive de penser, c'est à ça que je pense. C'est le titre. Mais Losfeld l'avait un peu. Oui. Losfeld l'avait un peu. Mais ce que dit monsieur est très. Je voudrais reprendre ce qu'il dit sur Barbet-Schroeder. Il y a une chose qui est très nocive en matière de critique. C'est la croyance d'une sorte, et ça c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le côté marxiste de la critique, pas au sens marxiste, vous essayez de me comprendre, vous essayez de comprendre quand je vais l'expliquer, mais le côté marxiste, pas au sens politique de Marx, mais au sens du côté sens de l'histoire. C'est-à-dire il y a à mon avis un grand problème de la critique, et qui lui a coûté énormément de bévues, c'est de croire qu'il y a un côté linéaire dans l'évolution de l'art. Comme il y a un côté linéaire dans l'évolution de la politique. C'est-à-dire qu'il y a la lutte des classes, on arrive à plusieurs stades, et finalement on arrive au triomphe du prolétariat. On a vu que c'était faux, que ça ne tenait pas debout. Bon, bien qu'il faut continuer à utiliser certains outils de Marx pour comprendre la société, qui restent valables, mais la conception générale, linéaire de l'histoire, en art comme en politique, est fausse. En art, ça veut dire, par exemple, prenons la peinture. Il y a eu toute une théorie, pendant des dizaines d'années, après la guerre surtout, que la peinture ne pouvait plus être figurative. C'est-à-dire que toute personne qui est figurative est automatiquement finie, parce qu'il a raté le train de la modernité. Bon. Or, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que Bacon, qui a été complètement méprisé et ignoré en France, alors que tout le monde achetait du Bazaine, du Manessier, sans arrêt, toute école de Paris, les petits cubes, qui sont des peintres de qualité, Soulages, etc., qui ont été encensés en la publicité, personne ne parlait de Bacon. Et au bout de 20 ans de triomphe de l'abstraction, d'un seul coup, on a découvert que Bacon, qui peignait du figuratif en plein cœur de l'abstraction, était un des plus grands peintres du XXe siècle. On a redécouvert Bonnard, et on s'est rendu compte que Bonnard, qui peignait en même temps que Picasso faisait sa révolution, ou que Kandinsky faisait sa révolution, on s'est rendu compte que Bonnard était un immense peintre entre les années 20 et les 10, 20, 30, 40. C'était un peintre absolument considérable, et qui maintenant est présenté au Centre Pompidou. Il y a une grande rétrospective Bonnard il y a 15 ans, où tout le monde était absolument épaté par ce que faisait Bonnard. Alors qu'il le faisait à une époque, on disait mais c'est fini, Bonnard c'est du post-impressionnisme, on a déjà vu ça, c'est du sous-Renoir, etc. Bon, non, la seule chose qui compte c'est Mondrian. C'est pas vrai. Et dire aujourd'hui, Barbet-Schroeder par exemple, c'est caduc parce qu'il y a eu Cassavetes, ou parce qu'il y a les frères Dardenne, la caméra à la main, etc., et qu'on suit un personnage, on filme, etc. Donc, automatiquement, on ne peut plus raconter des histoires. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on peut faire le limier de Mankiewicz après Godard. Vous comprenez ? Et après le limier de Mankiewicz, on peut faire du Angelopoulos, on peut faire du Houssiaotienne, on peut faire du Wong Kar-wai. Comment expliquer ça à Frodon ? Oui, et on peut aimer tout ça. On peut aimer la vanille et le chocolat. Le problème, c'est que les gens, en fait, je crois que l'homme est profondément un esprit religieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme a besoin d'une croyance. Il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Quand la religion est morte pour beaucoup de gens, ils se sont raccrochés au marxisme qui leur donnait les clés pour comprendre le monde. D'autres, c'est la sémiologie. D'autres, c'est le structuralisme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont besoin, donc l'abstraction, c'était le point de non-retour de l'art. Après, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai du tout. À côté de l'abstraction, il y a des figuratifs. Parce que sinon, il n'y a rien de plus difficile que d'exercer sa liberté. C'est-à-dire d'être devant chaque œuvre vierge et de se déterminer, non pas en fonction de ce qu'on vous a dit de penser, mais de ce que vous pensez vous-même. Vous voyez un film qui est ultra classique, il peut être absolument bouleversant.
et puis vous voyez un film qui a l'air ultra moderne, ça peut être une merde innommable. Il n'y a pas de règles. Et ce que les gens recherchent, c'est des règles. Ils ont besoin de se sécuriser en ayant soit une méthode d'analyse, soit des critères d'évaluation. Et alors qu'en fait, le rôle de la critique, c'est en permanence de se remettre en question et de regarder chaque œuvre. Évidemment, c'est une tâche surhumaine et impossible. Je ne dis pas que j'y arrive non plus, mais au moins essayer de se rapprocher de cette disponibilité qui fait qu'on regarde raisonner comme un verre. Est-ce que c'est du cristal ou est-ce que c'est un verre ordinaire? On teinte, c'est comme ça. Est-ce que c'est du cristal? C'est ça qui est important. Pas de savoir si ce cristal sort de telle fabrique ou de telle autre fabrique. Si c'est du cristal par rapport au verre, bon, eh bien c'est ça le rôle de la critique. Et je crois que les erreurs, très souvent en matière de critique, c'est le fait de dire c'est dépassé, c'est vieux jeu, on ne fait plus ça aujourd'hui, etc. Non. Moi, je peux aimer In the Mood for Love, et puis aimer, à ma grande surprise, par exemple, le film de Terence Davis, Chez les Heureux du Monde, alors que jusqu'à maintenant, le cinéma Terence Davis ne m'avait pas tellement marqué. J'ai découvert ce film Chez les Heureux du Monde, qui est passé inaperçu, qui est un film absolument magnifique, parce qu'il y a une résonance, il y a du cristal dans ce film, alors que c'est un film, effectivement, une adaptation littéraire, comme les gens qui ont craché sur Jane Campion quand elle a fait Portrait of a Lady, on a dit c'est épouvantable, cette femme qui a fait Sweetie, comment elle veut faire de l'académisme pareil. C'est pas du tout un film académique. Il y a des films en costume qui sont académiques, il y a des films en costume qui ne sont pas académiques, mais dès qu'on porte un costume, on n'est pas académique. Et dès qu'on fait bouger la caméra à 80 à l'heure pour suivre un personnage, on n'est pas automatiquement moderne. C'est ça le problème. Je crois que c'est le problème essentiel de la critique. Bon, on va arrêter là. L'idée étant aussi que, comme je disais à l'automne, on se reverra pour parler de ça, avec la vraie question qui n'est toujours pas résolue, qui est quand même dans un paysage un peu plus pacifié qu'il y a quelques années, c'est celle en effet de l'état de la critique française. On avait fait ici un grand colloque sur la cinéphilie au moment du centenaire du cinéma. On avait évoqué ces questions-là, mais c'est vrai qu'il va falloir remettre sur le métier d'ouvrage parce qu'il y a une exception française de la manière de parler du cinéma qui s'étend d'ailleurs un peu parfois à l'étranger et sur laquelle il y a peut-être besoin de refaire le point. En même temps d'ailleurs qu'il y a besoin de refaire le point aussi, d'évoquer la question des DVD sur la façon maintenant d'accéder avec les chaînes de cinéma où on a un accès au film qui est complètement différencié. Mais on reviendra là-dessus parce qu'il y a plein de questions qui se posent, comme celle de savoir pourquoi ce type de méthode critique et d'esprit critique, qui est le vôtre, qui est celui de la revue, donne moins quand même dans la presse quotidienne de descendance. Peut-être parce qu'il y a un style d'immédiateté, de quotidienneté dans la presse qui n'est pas celui du temps et du décalage que vous voulez prendre pour parler des œuvres et pour parler de l'art et que ça ne vous convient pas. C'est peut-être pour ça. Enfin, c'est des questions en tout cas qui se poseront. Voilà, je vous remercie d'être venus, vous aussi. On a fait ça exprès dans cette grande salle parce qu'on y est plus au frais, mais cette conversation par 32 degrés dehors pour parler de choses qui ne sont pas vraiment dans l'actualité était très plaisante, en tout cas vu d'ici. Restez pour la balade sauvage et on fait un petit break et à 20h on remet ça en film.